De plus, cette prédiction du patron de l'une des plus importantes firmes informatiques, prédiction qui date, il est vrai, d'il y a plus de 50 ans, fait sourire aujourd'hui à l'heure où il s'est vendu cette année 93 millions d'ordinateurs dans le monde. Et la déferlante ne fait que commencer car tout le monde veut s'équiper. Aussi bien les enfants pour faire leurs devoirs, pour apprendre ou même pour jouer, que les parents. Et si vous n'avez pas encore été touché par cette vague du multimédia, sachez qu'il vous sera de plus en plus difficile d'y résister. Une famille sur 4 possède un ordinateur en France, un Français sur 10 a déjà navigué sur Internet. Ce réseau mondial qui va probablement bouleverser une partie de notre vie et pour l'apprentissage duquel nous vous apporterons ce soir quelques clés. Pour avoir une idée de la révolution qui se prépare, sachez que de toutes les technologies de ce siècle, c'est Internet qui aura connu la diffusion la plus rapide. Il a fallu 38 ans pour que la radio touche 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Il a fallu 16 ans pour que l'ordinateur touche ces mêmes 50 millions d'utilisateurs. 13 ans seulement pour la télévision et seulement 4 ans pour Internet. Aux États-Unis, la question ne fait déjà plus de doute. Un emploi sur 3 est lié à ces nouvelles technologies. Quelques fortunes fulgurantes sont en train de se faire là-bas et en France aussi peut-être demain, car ce souffle est en train de toucher la France. Alors qui sont les pionniers de ce nouveau monde au milieu de cette offre foisonnante? Comment s'y repérer? Parce que ce n'est pas toujours très facile. Réponse ce soir dans Capital. Des ordinateurs pour la famille à moins de 4 000 francs. À ce prix, fait-on une bonne affaire? À l'heure où le marché explose, comment acheter malin? Les jeux vidéo, il s'en vend chaque jour plus de 30 000 en France. Qui sont ceux qui font fortune en créant ces univers imaginaires? 30 ans à peine, l'air d'un étudiant. En 5 ans, ce garçon est devenu l'un des hommes les plus riches au monde grâce à Internet. Comment a-t-il réussi? Échanger ses photos de famille ou acheter son billet d'avion en quelques clics, bienvenue sur le web. Comment s'abonner à ce nouveau réseau? Et pour commencer, une question simple, comment faire une bonne affaire en achetant un ordinateur? Il faut dire qu'aujourd'hui, on est un peu paumé parce que les prix n'arrêtent pas de baisser. C'est un grand classique des produits nouveaux, mais là, les ordinateurs battent tous les records. En 8 ans, leurs prix ont baissé en moyenne de 64% en France. C'est plus que les magnétoscopes qui ont baissé de 48%, le matériel hi-fi 33%, les postes de télé 31%. Dans le même temps, les prix augmentaient en moyenne en France de 16%. Des prix donc qui n'arrêtent pas de baisser pour les ordinateurs et des ordinateurs en même temps chaque jour plus performants. Alors que faut-il faire? Faut-il attendre ou profiter des dernières promotions? Une machine à 4 000 francs, une machine à 15 000 francs, ces différences de prix sont-elles justifiées? Laquelle faut-il acheter? Et où faut-il l'acheter? Dans un hypermarché ou dans une boutique spécialisée? Une fois équipé, qui vous vient en aide et comment s'en sort-on quand on est un peu perdu devant sa machine? Beaucoup de secrets dévoilés par Jérôme Tournier, David Georgeon et Yves Tournou. Où est Petit Ours? Tu peux venir me chercher maintenant. Appuie sur une touche. À 15 mois, Paul ne sait pas encore parler, mais il joue déjà à l'ordinateur avec son père, Bertrand. Appuie sur une touche et ferme les yeux. Là, c'est Petit Ours, un jeu d'éveil pour apprendre des mots. Petit Ours se cache, il faut le retrouver. Non, appuie sur une touche. Ce camarade de jeu qui trône dans le salon, Bertrand l'a depuis 1 an et demi, mais quand on achète un ordinateur, on achète quoi? Quand on achète un ordinateur, on achète un ensemble d'éléments, un écran, des baffles, un clavier, une souris et une unité centrale. L'unité centrale, c'est ce boîtier, c'est le centre nerveux et le moteur de l'ordinateur. Je l'ai complété pour mes besoins personnels avec une imprimante, mais c'est pas obligatoire. Alors l'ensemble de tous ces éléments-là m'a coûté un peu plus de 14 000 francs. Et pour ce prix-là, il a eu droit au haut de gamme, une machine qui permet par exemple de retoucher des photos. Il a aussi le traitement de texte pour écrire son courrier et un accès à Internet. Ce matin par exemple, il envoie un dessin animé à Olivier, un ami qui habite en Thaïlande. Comme Bertrand en France, près d'un foyer sur 4 a déjà acheté un ordinateur. Et aujourd'hui, c'est l'explosion, il s'en vend 65 chaque minute. Mais le problème, c'est de choisir. Il suffit de regarder les publicités dans la presse spécialisée. 640 mégaoctets, PCI, BX6, SCSI, tout un jargon totalement hermétique. Pour faire simple, il y a 2 grandes familles de produits. Ceux-là, ce sont les Mac, reconnaissables grâce à la pomme. Ils sont jolis, mais forment un univers à part. En France, ils ne représentent que 4% des ventes et on n'en trouve pas à moins de 6 000 francs.
Les PC, c'est l'autre famille d'ordinateurs et c'est la majorité écrasante. Plus de 9 ventes sur 10. Les PC, il y en a avec plein de marques différentes. Siemens, Toshiba, Hewlett-Packard, IBM, Compaq. Ils sont moins chers, on en trouve à partir de 4000 francs. À ce prix-là, c'est suffisant si vous voulez faire du traitement de texte et de l'Internet. Mais pour utiliser les derniers jeux vidéo avec des images en 3 dimensions, il vous faudra une machine plus puissante, autour de 12 000 francs. Comment choisir? Nous sommes allés dans une grande surface, car aujourd'hui ce sont les hyper qui vendent le plus d'ordinateurs pour la maison. En juin 99, on trouvait ici une douzaine de modèles en rayon, pas de Mac, uniquement des PC. Les prix de 4 990 francs à 12 990 francs. Mais ce qui se vend le mieux ici, ce sont les promotions. Ça, par exemple, c'est la promo d'une grande marque, un modèle haut de gamme vendu 9 000 francs. Pour ce prix, il y a juste l'unité centrale, le clavier, l'écran et la souris. Mais en catalogue, le magasin propose aussi un modèle à 7 990 francs. Et les clients, comme cette dame, s'y intéressent de près. Car pour ce prix-là, on a droit à un ensemble complet d'équipements. Mais je vais vous le montrer si vous voulez, il est juste là. Pardon. Voilà l'ensemble. Donc, vous avez ici l'unité centrale, le clavier, la souris, les haut-parleurs. Ce sont des haut-parleurs amplifiés sur secteur, vous les branchez sur 220, ce ne sont pas des haut-parleurs avec des piles internes. L'écran 17 pouces. Vous avez ici la manette de jeu, ici l'imprimante et là le scanner. Le scanner, ça sert entre autres à enregistrer ces photos dans l'ordinateur. T5K, la marque de cet ordinateur ne vous dira sans doute pas grand-chose, car comme l'explique le chef de rayon micro, ce n'est pas une grande marque, c'est ce qu'on appelle une marque d'assembleur. Aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des assembleurs qui nous permettent d'avoir des produits dits blancs. Alors blanc, ça veut dire que ce n'est pas d'une marque reconnue. C'est-à-dire que ce sont des gens, pourquoi on travaille là-dessus? Parce que ça nous permet d'avoir de bien meilleurs rapports qualité-prix. Le rapport qualité-prix, c'est pour ça que Christine a décidé d'acheter aujourd'hui une machine avec une marque d'assembleur. Un Français sur 2 fait la même chose, car à puissance égale, ils sont 10 à 15% moins chers que les grandes marques. Je l'ai acheté, c'est le rapport qualité-prix. Parce que je sais que l'unité centrale, par exemple, a des très bons composants, même si c'est une marque qui est distribuée par Leclerc. Et voilà pourquoi 9 fois sur 10 dans cet hypermarché, les clients achètent des marques d'assembleurs. Mais avec ou sans marque, une fois qu'on est passé à la caisse, il faut encore installer l'ordinateur. Nous avons suivi Christine chez elle, dans cette maison de banlieue parisienne. L'ordinateur vient d'arriver, Christine a décidé de l'installer elle-même dans la chambre de sa fille. Si elle avait voulu se le faire installer par le magasin, ça lui aurait coûté 490 francs. Ça, c'est l'unité centrale. Premier constat, ça prend beaucoup de place. Je vais mettre quasi par terre. Ça va être un petit peu juste. Hein. Vous allez voir la place. Ça va être tout juste. L'installation, c'est compliqué et pour brancher les câbles, Christine a besoin de l'aide de son fils, Mathieu. Va chercher ton frère, s'il te plaît. Tiens, il y a la souris. Dis-lui qu'il se dépêche parce que je voudrais le monter rapidement. Là. Va-y. Ça tombe bien, Mathieu est étudiant en électronique, les branchements, ça le connaît. Alors ça, c'est pour Internet. Aïe. Grâce à Mathieu, Christine n'aura pas à se plonger dans cet énorme pavé livré avec l'ordinateur, le grand livre du PC. Vous allez lire tout ça? Non, je pense que quand je vais avoir un petit pépin, je vais regarder dedans. En 2 heures, tout est installé. Christine peut enfin démarrer son ordinateur. 17 pouces, hein, c'est bien. Oh, il est trop beau. Ah, c'est bien, hein. Parce que oui, bah, regarde, l'imprimante, elle est en train de... Elle a fait, elle sort pas. L'imprimante fonctionne, le lecteur de CD-ROM aussi. C'est parti pour une course de Formule 1. Christine a eu de la chance, aucun problème à l'installation. Il faut dire qu'avant d'acheter, elle avait lu la presse spécialisée. Elle a finalement décidé d'acheter cet ordinateur à 8 000 francs, d'une marque pas connue, mais a-t-elle fait une bonne affaire? De chez Leclerc, qui s'appelle T5K.
Pour le vérifier, nous nous sommes rendus dans le plus grand laboratoire européen de tests informatiques. C'est dans cet immeuble que sont réalisés les tests pour une dizaine de journaux spécialisés. Nous avons demandé à Jacques Eltabet, qui dirige ce laboratoire, de nous montrer la pièce maîtresse de l'ordinateur. Son prix varie de 350 à 5000 francs et à lui seul, il représente 10% du prix de la machine. C'est quoi le micro? Cette petite puce là, qui a à peu près la taille d'un timbre-poste. Le microprocesseur, c'est le moteur de l'ordinateur. Et tous les 18 mois, une nouvelle génération 2 fois plus puissante que la précédente arrive sur le marché. Mais plus puissant, ça veut dire quoi au juste? Alors c'est quoi la différence entre un microprocesseur puissant et puis un microprocesseur moins puissant? La différence, on va la voir essentiellement à travers des applications. Par exemple ici, nous utilisons une application de traitement d'image. On utilise par exemple un filtre qui va transformer cette image comme si elle avait été faite avec des crayons de couleur. Vous allez voir le temps mis sur un ordinateur d'aujourd'hui et puis le même traitement, ce qu'il donne sur un ordinateur d'il y a à peu près 1 an et demi. Alors où est le microprocesseur puissant là? Il est sur votre gauche. 3, 2, 1, top. À gauche, le microprocesseur en 5 secondes et demie. Là, il est en train de calculer. À droite, le moins puissant met 16 secondes et demie, 3 fois plus de temps pour arriver au même résultat. Toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, et voilà. Mais le microprocesseur, ce n'est pas tout. Nous avons testé un jeu vidéo sur 2 machines équivalentes au même prix, 16 000 francs, même microprocesseur, et pourtant regardez. À gauche, les pales de l'hélicoptère vont beaucoup moins. Il y a combien d'avance là, celui de droite sur celui de gauche? Alors plus du double, C'est-à-dire que on en est à la moitié du test à droite et on en est encore qu'au début sur l'ordinateur de gauche. La différence vient de ce qu'on appelle la carte graphique. La carte graphique, c'est la carte qui est tout en haut. Je l'enlève. La carte graphique, on ne vous en parle pas quand vous achetez un ordinateur, et pourtant il faut parfois la changer, car le fabricant a fait une économie en installant une de qualité médiocre. C'est le cas là. C'est-à-dire que pratiquement, alors que l'utilisateur allait acheter un ordinateur censé être haut de gamme, il va être obligé de retourner dans un point de vente et acheter une carte graphique ad hoc. Ça coûte combien ça tout seul? Ça coûte entre 1000 et 1500 francs. C'est pas grave. Hein. Pour éviter ce genre de mauvaise surprise, un bon conseil, quand vous achetez un ordinateur, apportez un jeu et testez-le en magasin. Le prix de votre appareil dépend donc de la qualité de ses composants. Mais il y a aussi une différence de prix de 10 à 15% entre les ordinateurs de grandes marques et ceux de marques pas connues. Pourtant, à première vue, quand on les ouvre, à l'intérieur, c'est la même chose. Alors là, on voit quoi? Alors ici, on voit ouvert 2 ordinateurs. À gauche, vous avez un ordinateur de grande marque. À droite, vous avez un ordinateur qui porte la marque d'un grand distributeur. Alors, quelle est la différence de prix entre les 2 ordinateurs? L'ordinateur de grande marque vaut 16 000 francs. L'ordinateur qui porte une marque de grand distributeur vaut 9 000 francs. Pourquoi cet écart? Le constructeur de grande marque a mis des composants un peu plus chers. Il y en a pour combien en plus de composants là, dans celui-là? Environ entre 1500 et 2000 francs de plus. Et à l'arrivée, il y a 7 000 francs de différence. Cette petite différence de composants, on vous la fait donc payer bien cher, mais y a-t-il d'autres raisons qui expliqueraient cette différence de prix? Pour le savoir, nous sommes allés à Angers, dans l'usine de la marque qui vend le plus de micro-ordinateurs grand public en France, Packard Bell. Filiale d'un grand groupe japonais, cette usine fabrique pour toute l'Europe. Voici les 8 modèles qui constituent la gamme. À l'intérieur, les composants sont exactement les mêmes que ceux qu'on pourrait trouver dans des ordinateurs de marque pas connus. Ce qui fait la différence, ce sont ces petits disques livrés avec l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on trouve là dans Alors là, vous avez le dictionnaire Hachette, vous avez le logiciel Talk to Me, un logiciel de jeu Actua Soccer. On l'a vu. Sur ce modèle du catalogue, vendu 5000 francs, vous avez droit à un ensemble de logiciels pour faire du traitement de texte, de la bureautique, une encyclopédie, une méthode d'anglais, un jeu éducatif, un jeu de foot et un programme antivirus. Et il y en a d'autres, au total 10 logiciels. Si vous aviez dû les acheter dans le commerce, ça vous aurait coûté 7500 francs.
Les logiciels fournis, voilà donc ce qui explique la différence de prix. Mais il n'y a pas que ça, car chez les grandes marques, une partie du prix que vous payez sert à financer la pub. C'est plusieurs centaines de francs par ordinateur vendu. Les ingénieurs. Est-ce qu'il y a des ingénieurs en ordinateur ici? Eh ben non. Voilà. C'est vrai. Ce n'est pas à vous de vous compliquer la vie. C'est à l'ordinateur de comprendre l'homme. À 250 km de là, on fabrique d'autres ordinateurs, moins chers, car eux ne font aucune publicité. Le nom de ce fabricant ne vous dira sans doute rien. Nous sommes près de Paris, chez le premier assembleur en France d'ordinateurs taillés sur mesure pour les grandes surfaces. Le patron ici, c'est Monsieur Sung, l'homme à la chemise blanche. Ingénieur taïwanais, il a monté son usine en France il y a 13 ans. Vous représentiez quoi, vous, en chiffre d'affaires il y a 13 ans? Il y a 13 ans, on est très petit sur le marché. Ma première année, on a démarré sur un chiffre d'affaires de 18 millions, je crois, il y a 13 ans. Aujourd'hui, le groupe est arrivé à 1,7 million. Quand il est arrivé en France, Monsieur Sung était serveur dans un restaurant. Il n'imaginait pas qu'il dirigerait un jour une entreprise de 300 personnes et fabriquerait plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs par an. Dans ce laboratoire, on conçoit des PC pour 17 enseignes d'hypermarchés différentes. Et bien souvent, il n'y a que le boîtier qui change. Vous avez devant vous des boîtiers qui ont été testés, destinés à la grande distribution. Vous pouvez voir que ce sont des boîtiers qui sont destinés à Continent, une enseigne de la grande distribution. Le boîtier qui est destiné à Leclerc, la marque Giga 6. Sur la droite, vous avez le boîtier MSNet, c'est le boîtier Carrefour. Vous avez ici la marque, par exemple, Linean, qui est destinée à l'enseigne Casino. Mais pour devenir fournisseur des hyper, il a fallu se plier à leurs exigences, fabriquer au plus bas prix. Qu'est-ce qui déclenche en fait la fabrication d'un ordinateur? Ce matin, nous avons reçu une demande spécifique de la part d'une grande enseigne qui nous demande 3 cotations. Une cotation, c'est une demande de faisabilité. 3 cotations sur un ensemble représentant 35 000 PC, ce qui est une demande relativement importante, que je vais maintenant donc réaliser dans le détail. Serge, nous avons reçu ce matin une demande de cotation d'une grande enseigne spécialisée. Oui. Je voudrais que tu regardes la cohérence de ces configurations, la faisabilité et aussi les compatibilités. Et pas question de feinter, car en face, les acheteurs des hypermarchés connaissent parfaitement le prix des composants de l'ordinateur. Pour la plupart, ils proviennent d'Asie. Et pour les avoir au meilleur prix dans cette usine, justement, il y a un truc. Pour s'en rendre compte, il suffit de se promener dans les ateliers. La quasi-totalité des employés est d'origine asiatique. Ceux qui fabriquent les ordinateurs sur les chaînes, mais aussi et surtout ceux qui négocient au téléphone le prix des composants. Stéphanie négocie les cartes mères. Pour faire baisser les prix, elle appelle directement ses fournisseurs à Taïwan et en chinois. Et ça facilite les choses parfois de parler en chinois plutôt que de parler en anglais? On n'en saura pas plus, mais bien négocier avec l'Asie est d'autant plus important que sur le marché des composants, les prix varient tous les jours. Des négociateurs asiatiques, des composants payés à prix plancher, et ce n'est pas tout. Pour vendre à bas prix, les assembleurs rognent sur leurs bénéfices. Leurs marges sont très faibles, de l'ordre de 3%, c'est 2 fois moins que les grandes marques. Face à cette concurrence, les marques connues réagissent. Chez Packard Bell, depuis cette année, on fait la même chose. On fabrique des machines pas chères, mais sous une autre marque. Ça, c'est la marque de Packard Bell, Star Plus, donc à destination. Donc, je comprends pas, c'est la marque de Packard Bell, c'est pas Packard Bell? Non, Packard Bell fabrique des produits sans la marque Packard Bell, sans la philosophie qu'on a démontré jusque. C'est des produits très limités, c'est des produits qui ne sont pas, je dirais, garantis par Packard Bell, c'est-à-dire c'est des garanties limitées donc à l'échange des pièces. Le distributeur doit assurer lui-même son service après-vente. Nous lui fournissons donc l'accès aux pièces détachées, mais c'est un produit limité en logiciel, c'est-à-dire que cette machine a simplement Windows 98. C'est tout, sans plus.
Donc c'est un produit très limité. Mais c'est un produit qui permet d'attaquer les petits prix. Il va coûter combien celui-là en magasin? Je ne sais pas, mais la philosophie, on entend parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Packard Bell, les premiers prix sont à 5 990. On peut s'attendre à ce que ça soit en dessous d'un prix de Packard Bell, puisque moins de choses à l'intérieur. Moins de 5 900, ça pourrait être 4 900 ou ça pourrait être, pourquoi pas, 3 990 francs. Un ordinateur de configuration équivalente, mais vendu sous la marque Packard Bell, avec plus de logiciels, coûterait environ 1500 francs de plus. Grande marque et marque d'assembleur se livrent donc une guerre sans merci. Bilan, depuis 2 ans, le prix des ordinateurs neufs a baissé de presque 20% par an. Toujours moins cher, c'est aussi la promesse des petites boutiques comme celle-ci qui se sont multipliées depuis quelques années. Souvent tenues par des Asiatiques, elles se sont faites une spécialité de casser les prix sur les pièces détachées. Les tarifs sont affichés comme au marché. On a même le détail composant par composant, du moniteur au disque dur en passant par la carte mère. L'idée, c'est de composer son ordinateur soi-même en fonction de ses besoins. Mais pour ça, il vaut mieux s'y connaître. Ah, vous faites vos ordinateurs vous-même? Ouais. Ce client est venu acheter les composants de l'ordinateur qu'il va construire à la maison pour son fiston. Alors, là, vous avez la carte mère avec les nappes, la documentation en dessous, le ventilateur, le CD-ROM 400 et la mémoire 32 en PCC. Ici, pas de fioritures, c'est comme à l'épicerie, on repart avec ses achats dans un sac en plastique. Voilà. Donc le tout garantit 1 an, échange standard pour 15 jours. Ok, merci bien. Au revoir. Mais vous n'êtes pas obligé, comme monsieur, de fabriquer votre ordinateur vous-même. Vous pouvez aussi acheter les composants et le faire assembler sur place. C'est cet homme qui s'en charge, c'est rapide et c'est gratuit. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train d'assembler une machine que le client demande. C'est sur commande. Et là, il n'y a rien, là, il est vide l'ordinateur. Ah ouais, c'est à moitié vide. En fait, c'est les pièces détachées, on assemble le total, avec tous les composants qui va avec. Il y a la carte mère, processeur, mémoire. Alors c'est un peu comme une pizza, le client il a demandé des ingrédients et voilà, on lui met sur la pâte. Tout à fait. Ouais. Et c'est un jeu d'enfant. Les meilleurs mois de l'année, il en assemble ainsi une dizaine par jour dans son arrière-boutique. Ça y est, il est fini l'ordinateur? L'ordinateur est fini, voilà, tout est assemblé. Et là, il manque juste à faire l'installation du logiciel et le pilote qui va avec. Vous avez mis combien de temps pour le faire? Bon, je sais pas combien de temps, je pense, là c'est moins de demi-heure, je pense. Et ensuite, là, vous allez l'expédier, le client va venir le chercher? Non, c'est plutôt les clients les chercher. Au total, est-ce vraiment moins cher d'acheter ici que dans un magasin classique? À première vue, les tarifs sont attractifs. Vous avez un exemple de prix là. Là, le moins cher qu'on ait, c'est à partir de 2590 francs. Vous avez un ordinateur complet. Complet, pas tout à fait. Il y a bien l'unité centrale, le clavier et la souris, mais pas l'écran. L'écran est en option. Il faut compter au minimum 850 francs supplémentaires. Et qu'est-ce que j'ai comme logiciel, par exemple? Aucun logiciel fourni avec. Alors résumons, combien coûte réellement cet ordinateur? L'unité centrale avec clavier souris revient donc à 2590 francs, auquel il faut ajouter l'écran, 850 francs comme l'a indiqué la vendeuse, et les logiciels, là c'est nettement plus cher, pour les fonctions de base comptez au minimum 2600 francs. Au total, ce PC vous reviendra donc à 6040 francs au lieu des 2590 annoncés. Pour le même prix, en grande surface, vous auriez eu une machine 2 fois plus puissante. Et en plus ici, la maison ne fait pas crédit. Tout le monde paye comptant. Tout simplement parce qu'on achète comptant. Pour pouvoir avoir de meilleurs prix, on achète en gros, on paye comptant et on essaie un maximum d'être payé le jour même. Ces petits magasins se sont taillés une part de marché importante, c'est plus d'une vente sur 10. Mais un bon conseil, avant d'entrer dans une petite boutique comme celle-ci, renseignez-vous pour savoir depuis combien de temps elle est ouverte. Car sur près de 3000 en France, il y en a autant qui ouvrent et qui ferment chaque année. Et quand elles ferment, il n'y a plus de service après-vente. Dans ce magazine spécialisé, on reçoit un abondant courrier des lecteurs. Et les services d'assistance, c'est précisément un vrai problème pour ceux qui ont acheté un ordinateur. C'est une dizaine de jours de courrier des lecteurs et c'est que le courrier papier. Voilà, j'ai téléchargé WinAMP 210
et ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est que Win, AMP, 210, etc. En fait, ils ont des problèmes sans arrêt, sans arrêt. On parle aussi des nouveaux scanners, les nouvelles technologies, les ports USB, et ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Les gens, quand ils ont un problème, ils veulent que ce problème soit résolu le plus vite possible. Ils veulent une réponse quasiment immédiate. Et si ce service-là n'est pas rendu, je crois que là, il y a un vrai problème dans ce marché. Retour chez Christine. Vous vous souvenez, c'est elle qui avait acheté son ordinateur 8000 francs dans une grande surface. Elle a un petit problème de logiciel. Heureusement, elle a une garantie d'1 an. Ça lui permet d'appeler gratuitement le service d'assistance téléphonique, autrement dit la hotline. En moyenne, quand on vient d'acheter un ordinateur, on l'appelle 3 à 4 fois la première année. Les appels aboutissent à l'autre bout de la France, dans cet immeuble près de Nice. À l'intérieur, une cinquantaine de techniciens répondent. Ils assurent le service après-vente pour une demi-douzaine d'enseignes d'hypermarchés. Service technique Leclerc, Karine, bonjour. Service technique Auchan, Gérald, à votre service, bonjour. Service technique Auchan, à votre service. Chaque jour, ces opérateurs traitent plusieurs milliers d'appels. 9 fois sur 10, les problèmes se résolvent au téléphone sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Voilà monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Mais ces opérateurs doivent aller vite, car tant que vous êtes sous garantie, vous ne payez que la communication. Que vous appeliez 1 ou 10 fois, ça ne rapporte pas plus d'argent à cette société. Son intérêt, c'est donc que votre appel dure le moins longtemps possible. D'accord. En haut, on va cliquer à un endroit blanc, d'accord, où il n'y a pas de... La consigne, c'est pas plus de 12 minutes par appel. Service technique Auchan, à votre service. Démonstration avec ce technicien qui doit résoudre un problème de son et de vidéo. Ensuite, nous allons faire démarrer, arrêter, et on redémarre l'ordinateur. L'horloge sur son écran mesure le temps écoulé depuis le début de l'appel. Là, ça fait déjà 3 minutes. Votre périphérique a-t-il disparu? Le client annonce d'autres problèmes, une imprimante et une manette de jeu qui ne fonctionnent plus. L'horloge est passée au rouge, ça commence à faire long. D'accord, nous allons faire démarrer. Quand les 12 minutes fatidiques sont atteintes, à l'écran, un gyrophare s'allume. Au total, cet appel aura duré 28 minutes. Trop long, ce n'est pas rentable. Là où vous commencez à les intéresser, c'est quand vous n'êtes plus sous garantie. Car là, vous payez 100 francs par appel ou 500 francs un forfait pour 1 an. Le service après-vente, ça peut donc vous coûter cher, mais rassurez-vous, vous ne garderez pas votre ordinateur très longtemps. Car tout va très vite dans l'informatique. Au bout de 6 mois, un ordinateur est déjà dépassé. On estime qu'il faut le changer au bout de 5 ans. Du coup, les prix chutent très rapidement. Au fond de cette cour, en banlieue parisienne, nous avons trouvé une entreprise un peu particulière, un soldeur. Il y en a moins de 50 en France. Les ordinateurs qui arrivent ici sont des fins de série, des modèles de démonstration, des invendus. Beaucoup de modèles, mais pas forcément ce qu'on cherche, ça dépend des arrivages. Le patron de cette société, Bernard Grouchko, appelle ça des occasions. Mais souvent, c'est en fait pratiquement du neuf. Dans ces soldes, on trouve même le dernier cri du moment. Aujourd'hui, on vend même du P3 500 d'occasion. C'est quoi du P3 500? P3, c'est Pentium 3 500 d'occasion, c'est-à-dire le plus haut de gamme de ce que vous pouvez trouver dans un magasin de neuf. Et cet ordinateur-là est soldé parce qu'il y avait un défaut sur le carton d'emballage. Le magasin l'a refusé. C'est laquelle la boîte de P3 500 ou 450 pour acheter? Voilà. Hop, c'est celle-là. Hop. Voilà. Un P3 500, Packard Bell, d'occasion. Ça, c'est le top de la technologie. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas au-dessus. Ça vaut combien en magasin? Ça vaut combien chez vous? Chez nous, ça vaut 25 à 30% moins cher que dans la grande distribution. Ça peut aller jusqu'à 40-45% pour des modèles un peu plus bas de gamme. En grande surface, cet ordinateur est vendu autour de 13 990 francs. Chez ce soldeur, il ne vaut que 10 000 francs. Économie, 3 990 francs. Et vous avez tout intérêt à acheter du soldé, car un ordinateur perd très vite de sa valeur, jusqu'à 20% de décote par mois. Au fond de son entrepôt, Bernard Grouchko a même du matériel qui ne vaut déjà plus rien. Alors, ce qui est derrière là, c'est un arrivage, c'est quelque chose qui vient d'arriver. Ça c'est vraiment du bas de gamme. Pour rien vous cacher, on a rendu service à une grande entreprise en allant enlever ça chez lui. On a fait un peu du travail de faire ailleurs parce que c'est un de nos bons clients et ça sera détruit directement.
Ces ordinateurs-là valaient tout de même 15 000 francs il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils sont invendables. Voilà ce qu'on en fait. Alors je vous rassure, je ne vais pas casser ces ordinateurs que vous voyez là. Ils sont tout neufs. Peut-être que dans quelques mois, ils ne vaudront plus rien. Nous avons 5 minutes avec vous, Luc Fayard. Bonsoir. Bonsoir. Pour comprendre, vous êtes spécialiste, directeur d'une revue grand public d'informatique, pour comprendre ce qu'il faut acheter, où et à quel moment. Parce que c'est vrai que c'est une offre parfois un petit peu compliquée, très riche en tout cas. Alors déjà, première question, on voit que les prix des ordinateurs baissent, et notamment les premiers prix. Il y a 4 ans, le premier prix d'un ordinateur était à 6 990 francs, l'ordinateur le moins cher du marché. Il y a 3 ans, il passait à 5 990 francs, puis à 4 990 francs. Là, il se stabilise, ces prix d'appel, comme on dit, à 3 990 francs. Alors, à ce prix-là, est-ce qu'on fait malgré tout une bonne affaire, ou est-ce que ce ne sont pas des fins de série, des seconds choix, toutes ces offres de promotion d'hypermarché? Non, non, en général, c'est une bonne affaire. À ce prix-là, depuis quelques années, 2, 3, 4 ans, les premiers prix sont des bonnes affaires. Ce sont des vraies opérations qui sont montées, qui viennent souvent de la grande distribution et qui sont des machines intéressantes et sur lesquelles on peut essayer de se pencher pour voir si on peut les acheter. À qui les conseillez-vous? Je crois que c'est plutôt des machines relativement limitées en termes d'usage. Donc c'est typiquement les usages très classiques, par exemple pour les étudiants, les écoliers. C'est les machines qu'on trouve souvent à la rentrée en septembre, et donc c'est la rentrée scolaire. Et je crois que ce type d'utilisation est très intéressant. Alors si on monte un petit peu en gamme, comme on dit, là on a 3 ordinateurs devant nous. Celui qui est à gauche de l'écran est autour de 5 000 francs, puis on passe à 9 000 et à 15 000. Alors en apparence, ils se ressemblent tous. Celui à 15 000, il est un peu plus joli, avec un écran plat, etc. Mais enfin bon, en apparence, ils se ressemblent. Celui à 9 000 francs, par exemple, il offre 2 fois plus de possibilités que celui à 5 000. Non, c'est pas tout à fait vrai. Celui à 9 000 francs, c'est un peu le cœur du marché. C'est là où on trouve le plus grand nombre de propositions, d'offres et de modèles. Donc c'est vraiment la machine un petit peu universelle. Pour qui? Je crois que là, c'est vraiment pour tous les usages, aussi bien à la maison que même dans l'entreprise, pour faire aussi bien de l'Internet que du traitement de texte ou de la gestion de fichiers. Je dirais que c'est le cœur de cible, c'est la machine universelle. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que celui à 5 000 francs, vraiment de plus? En général, il a quelques éléments caractéristiques techniques supplémentaires, comme par exemple la taille du disque dur qui vous permettra de stocker plus de fichiers. Il a un processeur qui est en général un petit peu plus rapide, qui vous permettra d'aller plus vite sur un certain nombre de traitements. Donc c'est la même chose, mais un peu mieux et un peu plus rapide et un peu plus puissant. Notamment pour ceux qui font des jeux vidéo, j'imagine, parce qu'on l'a vu dans le reportage, on voyait là, les palettes de l'hélicoptère qui tournaient beaucoup plus vite. C'est ça, les différences notables sur ces ordinateurs-là. Alors à 9 000 francs, le jeu, attention. À 9 000 francs, le jeu, attention, il faut bien vérifier des éléments comme par exemple la carte graphique. Le jeu, en général, tire la machine vers le haut. C'est souvent les machines les plus chères vers lesquelles il faut se pencher si on veut vraiment faire du jeu. 12-15 000 par exemple. Par exemple, comme celle qu'on a là, qui est une machine qui, elle, a une carte graphique, a un processeur de la taille et d'une puissance suffisante pour profiter des jeux. Alors j'ai envie de vous demander, si on achète ces machines à 8-9 000 ou même 12-15 000, est-ce qu'on ne se fait pas un petit peu avoir? Parce que dans 6 mois, elles vaudront beaucoup moins. Elles seront complètement dépassées. C'est ce qu'on a cru comprendre dans le reportage. Oui, dans 6 mois, il y aura sur le marché une offre sans doute plus intéressante. Cette année, on a vu des machines démarrer à 9 000 francs et 3 mois après être à 6 000 francs. Donc c'est clair que si on a envie d'avoir toujours la meilleure technique et les meilleures caractéristiques, au bout de 6 mois, on risque d'être un petit peu déçu. Alors vaut mieux attendre encore pour acheter finalement. Oui, si on attend toujours, on n'aura jamais d'ordinateur. Donc je crois que non, il faut y aller. Il y a un moment où il faut se lancer. Et à partir de là, on a toujours une bonne affaire à faire et on a l'usage et le plaisir d'un ordinateur. Même si on achète un ordinateur aujourd'hui à 8-9 000 francs et que dans 2 ou 3 ans, il vaut pratiquement plus rien, vous dites quoi? Vous répondez quoi là? Je réponds que pendant ces 2 ou 3 ans, on aura eu l'usage, le plaisir, la passion, la découverte avec un ordinateur, même si sur le marché, à l'extérieur, il se passe des choses. On a quand même entre les mains quelque chose qui vous fait plaisir, avec lequel vous pouvez faire quelque chose. Les prix vont encore beaucoup baisser d'après vous? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'on va plutôt vers une stabilisation des grandes tranches de prix qu'on a évoquées déjà, les 5 000 francs, les 10 000 francs, les 15 000 francs. Simplement, chaque année, pour ces prix-là, on aura des ordinateurs beaucoup plus performants. Beaucoup plus performants. Alors, une question simple, est-ce qu'on peut aller les acheter chez les soldeurs? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec les décodes qu'il y a sûrement des bonnes affaires à faire, ce qu'on voit à la fin du reportage. Alors, il y a sûrement des bonnes affaires chez les soldeurs, mais je dis c'est vraiment réservé aux spécialistes. Il faut pouvoir discuter d'égal à égal, à la fois sur le plan technique et sur le plan commercial, avec ces gens-là qui sont très intéressants, mais il faut faire un peu attention. Parce qu'il y a les bonnes affaires, il y a aussi des pièges. Il y a souvent des pièges, à la fois au niveau technique et au niveau commercial.
Dernière question, tous les 3 mois, il y a des nouvelles offres promotionnelles. Les prochaines, ce sera juste avant Noël, mi-novembre, fin novembre ou début décembre. Là, y aura-t-il de bonnes affaires à faire? Lesquelles et à quel prix? Et Noël est toujours une très bonne époque pour voir apparaître des opérations intéressantes. On peut faire un petit pronostic et dire ça serait intéressant de chercher sur le marché une machine, un ordinateur, avec un lecteur qui soit à la fois un lecteur de CD-ROM, un graveur de CD-ROM et un lecteur de DVD. CD-ROM, DVD, pour voilà, ceux qui CD-ROM, connaissent pas, le compact disque avec les logiciels et les jeux, et le DVD, c'est un compact disque sur lequel on a même aujourd'hui des films de plusieurs heures, des films vidéo, des films de cinéma de plusieurs heures. Et ça vaudra combien, ça, d'après vous? Toujours dans cette tranche de 8-9 000. Mais c'est un pronostic. Merci d'avoir été avec nous. Alors, une fois équipé, vous rentrez dans un monde assez étonnant. Vous pouvez avoir accès aux jeux vidéo, à Internet, un monde de création, de fortune aussi. Vous le verrez dans la deuxième partie de cette émission. C'est tout de suite après une page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Un jeu vidéo qui cartonne et c'est le jackpot qui crée ses univers imaginaires. En 5 ans, grâce à Internet, cet homme est devenu l'un des plus riches au monde. Comment a-t-il réussi ? Échanger ses photos de famille, acheter son billet d'avion en quelques clics, comment s'abonner à Internet. La folie multimédia, deuxième partie de cette émission. Nous avons vu comment nous équiper un ordinateur. Nous allons voir maintenant tout ce que l'on peut faire avec, et notamment ce fantastique monde qui s'ouvre à nous, qui est Internet. Vous verrez dans une vingtaine de minutes toutes les fortunes qui se font sur Internet, et aussi comment s'abonner à ce nouveau réseau, comment y avoir accès et quelles sont les formules d'abonnement les plus intéressantes. Mais nous allons commencer par quelque chose de très ludique. Ce sont les jeux vidéo. Il s'est vendu en 1997 8 700 000 jeux vidéo en France. L'année d'après, c'est-à-dire l'année dernière, il s'en est vendu plus de 13 millions, soit 50% de plus en à peine un an. C'est dire l'engouement pour ces jeux vidéo, un engouement dû aux moyens consacrés, des effets spéciaux dignes du cinéma à grand spectacle, une industrie florissante avec en bataille, en coulisses, des batailles qui sont très importantes et qui sont même plus importantes que ce qu'on peut voir sur l'écran parfois. Et vous allez voir que ce qu'on voit sur l'écran n'est pas toujours triste. Alors, qui sont les créateurs de ces univers imaginaires qui décrochent le jackpot? Reportage d'Hervé Bouchot, David Georgeon et Alix Couillot. Écoute, Tain, et dévore leurs âmes. Tu deviendras mon ange de la mort. Allez, vas-y, je te laisse faire. Surtout ne tombe pas dans l'autre et n'oublie pas que t'es encore un petit peu vampire quelque part. Diriger un vampire dans des souterrains maléfiques ou lutter contre des monstres suceurs d'âme, la routine pour ces adolescents. Donc là, fais attention à ta peau, les vampires. Voilà, maintenant les chaos, tu peux essayer. Nous sommes mercredi après-midi dans un magasin de jeux vidéo de la région parisienne. Ces adolescents sont venus tester un nouveau jeu d'aventure qui vient de sortir. Le vendeur est là pour leur en expliquer toutes les subtilités. Avec Triangle, tu peux l'emballer, c'est une arme très très puissante. L'âme séparée de la chair s'évapore. Le public est conquis d'avance. Depuis quelques années, le jeu vidéo est devenu l'un des principaux loisirs des enfants, des adolescents et même de certains adultes. Il arrive quand même que je joue par jour des 2 heures, 2-3 heures. Par jour? Par jour. C'est énorme? Oui, c'est énorme. Une heure, une bonne heure? Nous disons à peu près 3 heures, 3 à 4 heures. 5-6 heures quand même. Alors moi je dirais la moyenne, ça peut aller 8 heures, 9 heures. De jeux par jour? De jeux par jour, ouais. Et si le jeu vidéo les captive autant, c'est qu'il a fait des progrès fulgurants. Souvenez-vous, c'était en 1975 l'apparition du jeu Pong, l'ancêtre de tous les jeux vidéo. La balle est carrée, les raquettes sont un peu sommaires et on joue au ralenti. Mais c'est une révolution, c'est la première fois qu'on peut jouer chez soi à un jeu vidéo. Années 80, effets sonores plus sophistiqués et arrivée de la couleur. C'est Pac-Man, la petite boule jaune qui mange des points lumineux en évitant des fantômes. C'est aussi l'arrivée des jeux de combat anti-aériens et les premières courses automobiles. C'était la préhistoire. Aujourd'hui, voici à quoi ressemble un jeu de course. Bruitage, musique, vitesse, tout y est. On a vraiment l'impression d'être au volant. Les jeux d'aventure, eux, ressemblent de plus en plus à des dessins animés. Aujourd'hui, la création de jeux vidéo a dépassé le stade artisanal. C'est devenu une industrie. Nous sommes à Bordeaux. Nicolas Gaume est un créateur de jeux vidéo qui a fondé son entreprise. À 28 ans,
il est déjà PDG, mais il continue de se déplacer en bus. C'est vrai que quand on crée une boîte, on s'endette pas mal, donc je me suis pas mal endetté pour mettre de l'argent dans ma société. J'ai pas réfléchi à passer de l'argent pour acheter des voitures, des choses comme ça. Au revoir, monsieur. Pas de voiture donc, mais une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Créé il y a 4 ans, Callisto emploie aujourd'hui 200 personnes, 2 fois plus que l'année dernière. Moyenne d'âge 28 ans, comme le patron. Alors ici, pas de formalisme excessif. Le short et les rollers remplacent le costume cravate. Allez, ciao. Il y a beaucoup qui viennent en roller, comme ça, le matin. Beaucoup qui viennent en roller le matin, même qui circulent dans les bureaux en roller. Ça fait partie de l'image de l'entreprise. Alors, c'est pas une question d'image, c'est que ça permet d'aller plus vite. Depuis la création de son entreprise, Nicolas Gaume a sorti 4 jeux. Le premier, c'est celui-ci, Dark Earth, 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Le jeu a été remarqué par Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner, qui en a racheté les droits pour en faire une série télé. Des créatures imaginaires et des mondes surnaturels, c'est ça qui fait la réputation de Callisto. Je parlais plutôt de la et ce sont ces jeunes gens bien sages qui leur donnent naissance. Bon, autour de cette table, ils inventent les univers fantastiques qui serviront de décor au prochain jeu. Là, ils viennent de créer une peuplade, les Fomorians. À nos différents héros. Ils sont là, les Fomorians, nous Fomorians. Les Fomorians, c'est un nom qui vient de la mythologie celte. Et lorsqu'on travaille, bien sûr, on ne crée pas ex nihilo. On s'inspire de choses qui nous plaisent, de littérature fantastique souvent, de films. Mais en fin de compte, les Fomorians font référence à un peuple qui habitait l'Irlande avant les humains et qui était un peuple réputé dangereux, maléfique, mystérieux. Ici, c'est... Sur les bureaux, des dizaines d'ouvrages, des livres d'histoire, des atlas géographiques et des encyclopédies. Au mur, d'étranges cartes géographiques. Ici, tout est recyclé dans les jeux, même l'actualité. Il y a des traces de l'actualité, il y a des réfugiés d'un pays en guerre, il y a des gens qui essayent... Après, on parle du pouvoir en général, donc il y a des gens qui vont essayer de prendre le pouvoir. Ça peut arriver. Bon, c'est sympa, ça veut dire... Nous en sommes à la toute première étape de création. Entre ces dessins et la sortie du jeu, il peut s'écouler 2 ans. Mais déjà, la petite équipe espère bien que ce jeu aura autant de succès que la dernière production de Callisto, Nightmare Creatures, les créatures de cauchemar. L'action se passe à Londres au début du siècle. Votre mission, débiter en tranches le plus de monstres possible. Ce jeu est sorti en 1998, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, Callisto travaille sur la suite qui doit sortir l'année prochaine. Au programme, toujours des combats et bien sûr, plein de nouveaux monstres. Ça c'est qui par exemple? Ça c'est ce qu'on appelle un fœtus monstre sbire. C'est un nom un peu bizarre, mais des fois on donne des noms un peu spéciaux à nos monstres. En fait, à la base, c'est à la fois une espèce de truc bizarre qui est formé de tentacules et qui... en fait, se réveille quand le joueur arrive, éclot comme une espèce de fleur et fonce sur le joueur. Fœtus monstre sbire, zombie labat ou encore l'Angil, en tout, Pascal a dessiné une vingtaine de monstres, tous plus effrayants les uns que les autres. Il réalise les premiers croquis des personnages sur ce grand cahier et les reproduit ensuite en 3 dimensions sur son écran d'ordinateur. Une espèce de grenouille un peu en forme. Ouais, vu de haut, on dirait un peu une grenouille, mais c'est un peu plus méchant qu'une grenouille quand même. Pendant que Pascal donne vie à ces monstres, Moby, le musicien, leur donne une voix. Il réalise toute la bande-son du jeu, la musique et les bruitages. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir bien faire comme ça du bruitage pour les jeux vidéo? C'est quoi le truc? Faut pas avoir peur de tout exagérer. Faut mettre le paquet. Quand un monstre crie, il faut qu'il hurle, faut pas qu'il crie. Quand une tête se fait couper, faut pas que ça fasse fouc, faut que ça fasse fouc. Faut tout exagérer, tout. C'est un peu comme dans du cartoon en fait. Démonstration avec la bande-annonce du jeu qui, elle, vient juste d'être terminée. Attention, c'est un peu violent. Donc là, c'est décapitation. Puis après, là, le mec, il finit. Il finit à la hache. Le monstre, ça le fait. Surtout pas de finesse et de délicatesse. Non, non, surtout pas. Voilà donc à quoi ressemblera le jeu quand il sera terminé.
Pour obtenir ce résultat, il aura fallu 1 an et demi de travail et une équipe de 30 personnes à temps plein. Fabriquer un jeu comme celui-ci coûte environ 15 millions de francs. C'est en France le budget d'un petit film de cinéma. L'investissement est lourd, mais si le jeu marche, Nicolas Gaume pourrait décrocher le jackpot. Il ne serait pas le premier à faire fortune. Nous sommes à Los Angeles. De plus en plus de créateurs de jeux vidéo viennent s'installer ici. Au volant de cette Ferrari, Jason Robin, un créateur de jeux vidéo. Il a 28 ans, le même âge que le PDG de Callisto, mais lui n'aime pas se déplacer en bus. Ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir une Ferrari. J'adore les Ferrari. J'ai eu de bonnes années avec ma société, alors j'ai pu réaliser mon rêve. Et c'est grâce à Crash Bandicoot, cette Ferrari? Crash Bandicoot? Oui, c'est la Ferrari de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, c'est le nom de ce petit animal orange inventé par Jason Robin. C'est un héros de jeux vidéo. Ici, pas de combat contre des monstres sanguinaires. Crash a une mission plus pacifique, collecter le plus de pommes possible. Mais pour ça, il doit sauter par-dessus des crevasses, éviter des pingouins mal intentionnés ou échapper à des boules de neige géantes. Ces jeux ont fait le tour du monde. En 4 ans, ce petit personnage a fait la fortune de son créateur. Oubliez l'époque où Jason bricolait ses jeux chez lui. Aujourd'hui, il a installé ses bureaux à Santa Monica, la banlieue chic de Los Angeles, à quelques centaines de mètres de la plage. Dans son bureau, accroché au mur, ses trophées. Comme un chanteur vedette, Jason accumule les disques d'or. Ses jeux sont devenus des best-sellers dans le monde entier. Sur l'autre mur, il y a les récompenses dont on est le plus fier. Ce sont ces 2 disques d'or qu'on a obtenus pour les 500 000 exemplaires vendus au Japon de Crash 1 et Crash 2. Le disque de platine, c'est quand on en vend 1 million. Aucun créateur étranger ne l'avait obtenu, et nous on a réussi. On est allé au Japon pour recevoir le trophée, on était devant toute l'industrie japonaise et on a dit on l'a fait, on a vendu 1 million d'unités. Mais on n'a pas encore reçu le cadre. Je l'ai tenu quelques minutes, malheureusement je ne peux pas vous le montrer, mais c'est certainement notre plus belle réussite. Et cette reconnaissance internationale, Jason l'a obtenue avec seulement 3 jeux et toujours le même personnage. Au total, il en a vendu 15 millions d'exemplaires. Et vous avez gagné combien de dollars? Beaucoup. Beaucoup, mais je ne peux pas vous donner le chiffre exact. On en a gagné beaucoup. Des millions de dollars? Des millions de dollars. En réalité, Jason Robin et sa société Naughty Dog touchent entre 30 et 60 francs sur chaque jeu vendu dans le monde. En 4 ans, on peut estimer qu'à titre personnel, Jason a empoché environ 300 millions de francs. Mais cette fortune ne doit rien au hasard. Au bout de ce couloir, la salle des programmeurs. Ce sont ces informaticiens qui permettent à Crash de se déplacer dans les décors. Jason s'est entouré d'une toute petite équipe de seulement 20 personnes. Ils ne font qu'un jeu à la fois, mais ce sont tous des maniaques du détail. Si vous n'avez pas l'impression d'être dans cet univers, vous ne trouverez pas le jeu intéressant et vous ne vous y plongerez pas. Si vous êtes à un moment où il y a de la neige et que vous voyez de la neige sur les crêtes, c'est un premier pas. Si vous voyez une plaque de glace, vous commencez à sentir le froid. Et si, quand vous êtes au volant, il commence à neiger, vous commencez vraiment à vous sentir en hiver. Et quand, en plus, l'ingénieur du son rajoute le bruit du vent et le bruit des pneus qui crissent sur la neige, ça ressemble de plus en plus à l'hiver. Tout devient crédible et vous vous dites oui, je suis en plein hiver et je conduis une voiture, alors qu'en fait vous êtes en train de faire bouger 3 polygones avec votre manette. En réalité, il ne neige pas dans l'ordinateur, il n'y a pas de glace, mais vous commencez vraiment à sentir qu'il fait froid. Jason a le sens du détail, mais aussi des affaires. Comme les filles apprécient peu les jeux vidéo, il a eu une idée pour les séduire. Il a créé Coco Bandicoot, la sœur de Crash. Par exemple, au Japon, Crash Bandicoot, et plus particulièrement Coco Bandicoot, est très populaire auprès des filles de 14 à 24 ans. La moitié des ventes de Crash 2 s'est faite auprès des filles. C'est un jeu qui est très joué par les femmes.
Ça a dopé nos ventes. Créer un bandicoot femelle pour que les filles achètent le jeu, il fallait y penser. C'est aussi grâce à ce genre de petits détails marketing que les jeux de Jason se vendent dans le monde entier. À Noël, cette année encore, le 4e épisode de Crash Bandicoot devrait prendre la tête des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Retour en France, nous sommes dans un centre commercial de la région parisienne. Albert Loridan ouvre un nouveau magasin tous les 15 jours. Il dirige une chaîne qui ne vend que des jeux vidéo. Et ce qu'il recherche, ce sont justement des best-sellers comme Crash Bandicoot. Car sur les 400 titres que propose cette boutique, une dizaine seulement vont vraiment se vendre. Cela s'appelle le top 10. On aborde la période de fin d'année, la période de Noël. Les 10 titres là vont représenter probablement 80% des ventes. Donc pour nous, ce qui est extrêmement important, je vous dis, c'est d'identifier ces 10 titres qui vont faire l'essentiel des ventes. Albert Loridan n'a pas le droit à l'erreur. Pour identifier les futurs succès, il envoie ses collaborateurs tester les jeux avant leur sortie. Et c'est à Londres que ça se passe. Chaque année, ici en septembre, se tient le Salon européen du jeu vidéo. C'est le dernier rendez-vous des professionnels avant Noël. Jean Vincent travaille pour Micromania, c'est lui qui passe les commandes. Il est là pour faire le tri parmi tous les jeux présentés. Le salon, il le fait au pas de course. C'est du sport. Il y a près de 4000 jeux qui sortent chaque année. Du cours d'aérobic made in Japan avec plancher de danse électronique, à la toute dernière simulation de course en Formule 1, encore plus réaliste que les précédentes, tout est bon pour se faire remarquer. Des héros de jeux vidéo en chair et en nylon, des animations folkloriques sur les stands, les éditeurs ne reculent devant aucun sacrifice pour attirer les acheteurs. Jean Vincent ne se laisse pas déconcentrer, il sait qu'il doit repérer les hits de Noël. Premier rendez-vous sur le stand d'un éditeur français. Non, on va laisser... Qui est-ce qui aime bien Rayman 2 Tu veux l'essayer? Mes collègues sont déjà... Jean ne vient jamais seul, il est accompagné d'une équipe de testeurs. Moi je joue 1 minute, 2 minutes, ça me donne une impression si le jeu me plaît comme ça. Mais j'ai pas suffisamment la fibre de joueur pour juger de l'intérêt d'un jeu sur la longueur. Donc alors, en fait vous faites jouer des gens, vous amenez avec vous des testeurs. Des fanas. Ce sont des responsables de magasins et ces gens-là sont avant tout des joueurs. Donc ce sont des gens qui sont piqués de jeu. Et chacun a sa spécialité. Pour les jeux d'aventure, c'est Sébastien qui s'y colle. Pour la course automobile, c'est au tour de Grégory. Le créateur de ce jeu est enthousiaste. Il essaie de convaincre Jean Vincent des qualités de son produit. Là, on a le sentiment vraiment d'être dans la réalité, quoi. Contrairement aux jeux à d'autres types de jeux, quoi. Nous, on a tout misé là-dessus, donc c'est normal. Hein, En effet, le jeu est très bien fait, mais il y a un petit problème. Regardez le nom des pilotes, ce sont de parfaits inconnus. L'éditeur n'a pas acheté la licence qui lui permet d'utiliser les vrais noms de la Formule 1. Alors ici, on ne court pas avec Alesi ou Schumacher, mais avec Filden ou Schmidtke. On sait très bien qu'une licence, les gens vont préférer s'identifier plus à un Schumacher qu'à un Schmidtke par exemple. C'est vrai que c'est pas les vraies écuries, ça ressemble, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les couleurs de la Scuderia ou de Williams, etc. Ce genre de détail peut paraître anodin, mais il n'est pas négligeable. Jean Vincent va en tenir compte dans ses commandes. Le même jeu, il y aurait eu les noms des joueurs, vous en auriez commandé 2 fois plus? Parce que c'est aussi caricatural que ça. Ouais, certainement. Le public veut jouer avec des noms de champions connus. Jean Vincent et ses 10 testeurs se rendent sur un autre stand. Ils veulent cette fois-ci évaluer un jeu de foot. Oh là 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 là! Faute dans les 25 mètres là! Ils sont comme ça les Anglais, hein? Dans sa version originale, ce jeu s'appelle Michael Owens 2000. Bon, en fait, ça va arriver en France, ça va s'appeler Téléfoot Manager, parce que la licence, bien sûr, et Michael Owens, c'est pas connu en France, donc Téléfoot, c'est plus vendeur. Ici, vous pouvez jouer avec les vrais footballeurs de l'équipe de France, et il n'y a pas que les noms.
Les créateurs ont même tenté de reproduire leur visage. Le joueur en vert, c'est Barthez. Vous trouvez qu'on les reconnaît assez pour que le jeu se vende là? Il y a le nom, il y a la hauteur. C'est vrai que graphiquement c'est dur de faire le même visage pile, mais au moins ils ont le même gabarit, ils ont la même couleur de peau, la même coupe de cheveux à peu près. Pour Grégory, apparemment le test est concluant, ce jeu devrait bien se vendre. Ah voilà Barthez. Voilà. Oh non, il marquait un but tout seul. Les tests vont durer 3 jours. Les jeux sélectionnés à Londres par Jean Vincent arriveront en France sur les présentoirs des magasins dès novembre. C'est à cette période de Noël que Micromania réalise un tiers de son chiffre d'affaires. Sur chaque jeu vendu entre 350 et 400 francs, Albert Loridan touche environ 100 francs. Un commerce très rentable et en plus, il a eu une autre idée. Là où est-ce qu'on va alors? On va à l'autre magasin qui s'appelle Recycleware, qui est l'endroit où on revend les jeux qu'on a repris chez Micromania. Je vais vous montrer, c'est différent. Comme les jeux neufs sont chers, Albert Loridan a développé un marché de l'occasion. Il rachète des jeux déjà utilisés et les revend une nouvelle fois dans ce magasin. Il y a beaucoup d'échanges de jeux, ils ramènent, ils rachètent, il y a tout un second marché du jeu. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant ça se passait dans les cours d'école, maintenant si vous voulez c'est organisé. Mais ici, on n'est pas dans la cour de récré. Albert Loridan encaisse à chaque fois un bénéfice. Le filon semble inépuisable. Combien de jeux vendus neufs reviennent sur le marché de l'occasion? Alors, si vous voulez, pour 1000 jeux vendus, vous êtes probablement surpris par ce chiffre, pour 1000 jeux vendus, on peut considérer qu'il y a 500 jeux qui reviennent. 1 sur 2. 1 sur 2. Et un jeu peut être vendu 4-5 fois en fait. Le même jeu peut être vendu 4-5 fois. Il commencera à se vendre à 250 francs d'occasion, 279 francs, et il finira, si vous voulez, à 40 francs, 50 francs. À chaque revente, le prix baisse. Dans cette industrie, tout se démode très vite. Il faut 1 an et demi pour produire un jeu vidéo, mais 1 an après sa sortie, il a déjà perdu la moitié de sa valeur. Voilà, il faut dire qu'à l'achat, ils sont assez chers, même très chers souvent, ces jeux vidéo. Dominique Corr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de Sega, qui, avec Nintendo et Sony, est l'une des 3 marques qui commercialisent des consoles de jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, on peut y jouer sur ordinateur, on peut y jouer aussi avec des consoles. Alors déjà, le prix des jeux vidéo, pourquoi c'est si cher? 300 à 400 francs, ça paraît vraiment très cher. Comme on l'a vu dans le reportage, un jeu vidéo, c'est beaucoup de travail. Ce sont des grosses équipes et c'est un long développement. Il faut voir que le développement d'un jeu vidéo, ça peut être comparé à un film. C'est-à-dire qu'il y a des grosses équipes, il y a beaucoup de monde et c'est vrai que, à cause de ça, ça coûte assez cher. Alors on a vu que ceux qui le développent, on prenait l'exemple de Jason Rubin, ils touchent 30 à 60 francs par boîte. Alors où va le reste? Le reste, ça va dans le marketing, la distribution et puis la production et tous les éléments qui font qu'on peut amener le jeu depuis la création jusqu'à sur le marché. Il n'y a pas un peu de marge là? Ça pourrait pas baisser un peu? Si les éditeurs faisaient pas de marge, ils n'existeraient plus et donc on pourrait plus développer de jeu. D'accord, donc d'après vous, les prix ne vont pas tellement baisser dans les années qui viennent? Non, les prix ne devraient pas tellement baisser. Alors, Sega, tout le monde se souvient de la marque Sega. Il y avait une publicité connue, Sega plus fort que toi. Vous avez été une marque star au début des années 90. Et puis ensuite, vous avez connu un bid retentissant. Vous teniez à peu près la moitié du marché en France il y a 7 ans. Et là, vous êtes passé pratiquement à 0% du marché. Vous en vendez beaucoup moins. Pardonnez-moi l'expression, mais comment peut-on se planter à ce point quand on est une marque aussi connue et forte? En fait, le marché du jeu vidéo est un marché assez violent dans les parts de marché que l'on peut gagner, que l'on peut perdre. Et c'est vrai qu'un produit comme celui qu'on a sorti avant notre nouveau a péché par le manque de soft. Il y avait trop peu de jeux et donc c'est vrai que le public n'a pas répondu favorablement à cette console. En un mot, vous n'aviez pas acheté tous les jeux qu'on a vus dans ce reportage développés par les Jason Rubin, Nicolas Gaume ou autres qui assurent le succès des consoles? Alors pas à cette époque, mais on a depuis changé de fusil d'épaule. C'est ça, vous avez retenu la leçon de cet échec et là vous allez lancer une nouvelle console. C'est un peu l'opération qui tout double, l'opération de survie. C'est la Dreamcast, elle sera en France dans 10 jours. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez avec cette console remonter la pente? C'est vrai que le 14 octobre on sort une nouvelle console, c'est Dreamcast, c'est la première console d'une nouvelle génération. Une génération des 128 bits, donc une machine qui est à peu près 15 fois plus puissante que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, et qui en plus est équipée d'un modem, qui va permettre donc pour la première fois sur une console de se brancher sur Internet. On offre d'ailleurs l'abonnement gratuit, et puis après, dans un deuxième temps, de jouer en ligne. Qu'est-ce que ça apportera de jouer en ligne sur Internet avec une console? Jouer en ligne, en fait, c'est la capacité à sortir
de son salon ou de sa chambre et d'aller jouer avec quelqu'un, sa cousine qui se trouve à Manchester ou son beau-frère qui est à Lyon quand on est à Paris. C'est ça le vrai plus. C'est ça le vrai plus. Vous n'avez pas peur de Sony qui prépare un énorme lancement avec la PlayStation 2 qui, paraît-il, va faire un tabac? Alors nous, on va faire un tabac et on prépare un gros lancement déjà. Sony se prépare aussi, c'est normal. Mais ceci étant, aujourd'hui, on n'a pas de date et on n'a pas de prix encore pour cette machine. On vous souhaite évidemment de réussir, mais si ça ne marche pas, c'est fini pour la marque Sega. C'est vraiment l'opération de la dernière chance. Vous jouez très gros là-dessus. On joue très gros, mais l'échec n'est pas envisagé. D'accord, mais s'il y a échec, c'est l'avenir de la boîte qui est en jeu? Le côté de la construction de hard, oui, certainement. Bon, alors évidemment, on vous souhaite de réussir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous allons poursuivre cette plongée au cœur du monde du multimédia en nous intéressant maintenant à Internet, ce réseau qui va probablement modifier de manière assez importante notre façon, dans les années à venir, de travailler, de nous informer, de consommer ou de nous divertir. Vous verrez tout à l'heure à quel service Internet nous permet d'avoir accès, comment s'y abonner, mais ce réseau mondial a déjà permis en quelques mois de générer des fortunes colossales et fulgurantes. En Amérique, par exemple, sur les 10 Américains les plus riches qui ont moins de 40 ans, 7 le sont devenus grâce à Internet. En France, certains rêvent de ce même type d'aventure. Comment de telles sagas sont-elles possibles? C'est un reportage de Grégoire Marseille, Xavier Deleu, Emmanuel Guillonnet et Anne Gilles. Paris, à 2 pas du Forum des Halles, cette terrasse de café, c'est le quartier général de Frédéric et de Jérôme, 28 ans tous les deux. Éplucher les pages multimédia des journaux, c'est chaque matin le menu de leur petit déjeuner. Walt Disney s'apprête à lancer une nouvelle offensive sur Internet. Baby Center se fait racheter par eToys. Rachat d'un site web, initiative d'un grand groupe, la moindre info sur Internet les intéresse, car le web, c'est le business de ces 2 diplômés d'école de commerce. Des rouleaux de tissus et des boutiques de vêtements, comme une demi-douzaine d'autres pionniers français de l'Internet, Jérôme et Frédéric ont décidé de s'installer en plein cœur du Sentier. C'est le quartier de la confection et ici les loyers sont parmi les moins chers de Paris. Pour des entreprises qui démarrent, c'est essentiel. C'est là ? Il y a 4 étages sans ascenseur. Pas d'ascenseur, une cage d'escalier qui ne paye pas de mine, un appartement de 2 pièces où s'entassent une dizaine de personnes. 4 mois après sa création, voilà à quoi ressemble leur entreprise. Elle s'appelle Magic Emily et c'est un site internet. Ce qu'on réalise ici, c'est en fait un magazine sur les enfants. Sauf que ce magazine, vous le consultez chez vous, sur votre écran d'ordinateur. On y trouve des articles et des interviews sur la grossesse, des adresses utiles, comme la liste des babysitters de votre quartier, mais aussi des conseils pratiques pour aménager une chambre d'enfant par exemple, et plein d'autres choses encore. Sur le reste, voilà. Quelque chose qui marche très bien sur Magic Emily, c'est les prénoms. Par exemple, les gens adorent consulter l'étymologie se rapportant à un prénom et ils font des recherches sur notre base de données. Vous tapez Quentin par exemple et on vous précise qu'il s'agit d'un prénom d'origine latine dérivé de Quintinus. Pour se lancer dans cette aventure, Jérôme et Frédéric ont tout lâché. Tous les deux étaient consultants pour de grands cabinets d'audit. Chez Magic Emily, leurs conditions de travail sont un petit peu différentes. C'est ici votre bureau? Oui, je me suis en fait... C'est la cuisine, non? Oui, tout à fait. Le standing du bureau de Jérôme a baissé d'un cran, son salaire aussi. Vous payez combien? Au minimum légal. 6 000 francs? Ouais, minimum légal. Vous touchiez combien dans votre travail précédent? On peut dire le triple. Le triple? Ouais. Ah, c'est 8h minuit. C'est une réduction de votre budget de 18 à 6 000. Faut savoir ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Des salaires divisés par 3 et 16 heures de travail par jour. Si Jérôme et Frédéric consentent à de tels sacrifices, c'est parce qu'ils savent qu'Internet, c'est une mine d'or. En quelques années, on peut faire fortune. Changement de décor, des gratte-ciel et des autoroutes, nous voici près de San Francisco, dans la Silicon Valley. C'est ici qu'a commencé la révolution d'Internet qui fait rêver Jérôme et Frédéric. Apple, Hewlett-Packard, Intel, les géants de l'informatique sont tous basés ici. Mais les entreprises qui font le plus parler d'elles, ce sont celles-ci. Leur nom commence par www et se termine par .com. Ce sont les sites internet. Ils connaissent tous une croissance foudroyante dans la Silicon Valley. Les analystes n'avaient jamais vu ça. Ce qui est vraiment super excitant avec Internet, c'est qu'en étant ici, dans la Silicon Valley, on a vraiment l'impression d'être au cœur d'une révolution de tout l'univers. Jamais, dans toute l'économie mondiale,
On a eu une seule entreprise qui a pu passer de 0 à 10 millions de clients en moins de 3 ans. Ça ne s'était jamais fait, ni pour Coca-Cola, ni pour Cornflakes, Kellogg Cornflakes, ni pour Renault. Avec Internet, dans n'importe quel secteur, on peut monter des sociétés énormes en très peu de temps. Les plus fulgurantes réussites américaines de l'Internet, les voilà. Il y a d'abord Amazon.com, un site web sur lequel on achète des livres et des disques par correspondance. Cette entreprise qui n'existait pas il y a 5 ans est aujourd'hui cotée en bourse, 161 milliards de francs, plus que le groupe Danone. Encore plus incroyable, eBay.com, un site de vente aux enchères à distance. De l'ordinateur d'occasion au vieux baromètre, on y adjuge tout type d'objets. À sa création, il y a 4 ans, l'idée faisait sourire. C'est aujourd'hui un énorme succès. eBay est coté 110 milliards de francs, l'une des plus belles valeurs de Wall Street. Mais la réussite la plus incroyable, c'est Yahoo. Elle vous permet de trouver votre chemin sur le web. C'est ce qu'on appelle un annuaire de site internet. Si vous tapez par exemple le mot car, voiture en anglais, on vous indique les milliers de sites qui concernent l'automobile. Concessionnaire, collectionneur ou encore laveur de voitures comme celui-ci, il suffit d'un simple clic et ça y est, vous êtes chez lui. Et ça marche dans le monde entier. Le service existe en 12 langues, en allemand, en norvégien, en italien ou encore en français. Créée il y a 4 ans, la société bat tous les records. Elle vaut, tenez-vous bien, 225 milliards de francs, plus cher que Boeing. Alors comment expliquer une ascension aussi spectaculaire? Nous nous sommes rendus à Santa Clara, en banlieue de San Francisco. Le siège de Yahoo, ce sont ces 2 immeubles. Okay. Il est 12h30, lunchtime, l'heure de la pizza et de la pause baby-foot pour les 800 employés de l'entreprise. Essentiellement des techniciens, des programmeurs et des ingénieurs, mais pas seulement. What do you want? Mushroom? Matt ne connaît pas grand-chose aux ordinateurs et pourtant ce diplômé en anthropologie et en japonais occupe ici un poste clé. Donc, bienvenue au bâtiment du surfing. Comme la 50aine de personnes qui travaillent dans ce bâtiment, Matt est surfeur. On a un travail très spécifique, très fondamental à la base, à l'annuaire de Yahoo. C'est en fait ici qu'on fabrique le fameux annuaire. Nous sommes donc dans le cœur du système Yahoo. Et pourtant, c'est un joyeux désordre. Aucune idée de ce que épouvantail, rideaux de douche, posters placardés sur les murs. Si ces petits cubes qui servent de bureau aux surfeurs sont décorés comme des appartements, c'est parce qu'ici, les employés passent vraiment leur vie au bureau. Je mange du sushi maintenant. Vous mangez dans votre bureau? Oui. Ouais, parfois je fais la sieste. J'ai même installé un lit dans le coin. Bien. Et c'est confortable? Ouais, ça va. Ah, il y avait une fête anniversaire il y a quelques jours. Les gens fêtent leur anniversaire dans leur queue? Oui, parfois on fait des surprise parties. Vu la taille de votre bureau, j'imagine que vous n'avez pu inviter que 2 ou 3 personnes. Non, en fait, le couloir était noir de monde. Ils m'ont apporté un gâteau, c'était super. Le boulot de Matt et des surfeurs, c'est de sélectionner les sites qui vont figurer dans l'annuaire. Et il faut faire le tri, car des sites sur Internet, il y en a des millions. Là, aujourd'hui, par exemple, quel site vous visitez? C'est un organisme qui s'intéresse aux ovnis, ce qu'on reçoit beaucoup. Son critère numéro 1, le site doit être informatif. Là, pas de problème, Matt apprend des choses. Il rédige une courte phrase pour décrire ce qu'on y trouve. Je dirais histoire des années 50, des ovnis aux États-Unis. Des sites comme ça, Matt en visite une bonne centaine par jour. Il en retient 90, sur des thèmes les plus divers. My story. Celui-là se présente comme le site d'un chien, un cocker prénommé Daryl. L'histoire de sa vie, de sa façon de parler, de ce qu'il pense, de ce qui est dans sa tête. C'est un petit peu loufoque, mais il y a quand même 2 ou 3 trucs qui intéressent Matt. Ah, si votre chienne n'aime pas les biscuits achetés dans le commerce. Voilà, ça explique comment créer des bons biscuits pour les chiens. Il y a beaucoup de choses sur ce site. Donc quelqu'un qui tombe dessus va être très très content. De l'amateur de cocker au passionné d'ovnis, chaque jour en moyenne 3 millions de personnes se connectent sur Yahoo. Consulter l'annuaire, c'est gratuit, les sites ne payent pas non plus pour s'y inscrire. Alors comment la société gagne-t-elle de l'argent?
La réponse, ce sont ces petits bandeaux publicitaires qui apparaissent en haut de chaque page. Là, par exemple, c'est pour un service d'horoscope sur Internet. Plus il y a de visiteurs, plus Yahoo peut vendre cher ses espaces. L'an dernier, ils ont rapporté plus d'1 milliard de francs. Ce n'est en fait que le chiffre d'affaires d'une grosse PME. Alors, comment cette société peut-elle valoir à la bourse plus cher que Boeing ? La raison, c'est que Yahoo.com est déjà le site le plus visité au monde et que chaque mois, le nombre d'utilisateurs augmente. Et selon tous les spécialistes, cette montée en puissance ne fait que commencer. Il y a très fort potentiel de croissance. Aux États-Unis, il y a 74 ou 75 millions de gens qui s'intéressent ou qui utilisent Internet. Il y a 250 millions d'Américains. Donc il y a encore 175 millions d'Américains qui vont s'y mettre d'une façon comme d'une autre pour aller acheter leur voyage, pour aller acheter leurs produits de première nécessité ou leur voiture. Eh bien, on sait très bien que Yahoo est un point de passage quasiment obligé. Et donc Wall Street donne la prime à ceux qui vont devenir vraiment le tunnel par lequel vont passer l'information et le commerce électronique. Alors, qui est à l'origine de cette star de l'Internet ? Le premier étage, l'étage de la direction. À perte de vue, des cubes, encore des cubes, toujours des cubes. Un véritable labyrinthe. Vous perdez là-dedans ? Maintenant ça va, je m'en sors. Mais quand on s'est installé ici, c'était vraiment difficile, ça paraissait tellement grand. Ce jeune homme qui il y a peu se perdait dans ses bureaux, c'est l'un des patrons de Yahoo. À 30 ans, Jerry Yang est devenu un des hommes les plus riches de la Silicon Valley. Grâce à ses parts dans la société, il possède 20 milliards de francs, plus que la fortune de Serge Dassault. Et pourtant, on pourrait croire qu'il n'a pas de quoi se payer une femme de ménage. Voilà, c'est mon bureau. C'est un peu en désordre, ma mère n'arrête pas de se plaindre. Là, c'est mon jeu de fléchettes. Ça, c'est mon maillot de foot. Mais c'est une salle de jeu, en fait. Non, c'est mon bureau, je vous assure, c'est là que je travaille. C'est pas du tout un jeu, mais bon, c'est vrai que c'est pas très bien rangé. Ce fils d'immigré taïwanais, débarqué aux États-Unis à l'âge de 4 ans, a créé Yahoo avec un copain de fac, presque par hasard. 1994, sur le campus de l'université de Stanford, Jerry Yang et son copain David Filo suivent des cours d'informatique. Mais les études, ça ne les passionne pas vraiment. En fait, il n'y a que deux choses qui les amusent, Internet et le golf. Quand ils ne sont pas sur les greens, ils passent leur temps à répertorier leur site web préféré. Tous les deux, on n'arrêtait pas d'ajouter des adresses de sites. Et la liste était chaque jour un peu plus longue. Et puis un jour, on s'est dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes que nous, quelque part dans le monde. Alors on a créé notre propre site, qui était en fait un annuaire de tous les sites existants. C'est à Stanford, dans ce bâtiment préfabriqué, que leur site voit le jour. Jerry et David le développent en utilisant le serveur et les ordinateurs de l'université. Début 95, leur combine est repérée. Avec le temps, il y a eu de plus en plus de trafic sur notre site. Et finalement, le serveur de l'université était de plus en plus encombré. Et il y a des profs à l'université qui ont commencé à dire « Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là dans leur coin? Ça n'a rien à voir avec leur projet de recherche. » Alors courant 95, on s'est dit qu'on allait bien être obligé de déménager. Terminer leurs études ou développer Yahoo, le choix est vite fait. En 95, Internet est en plein essor. Jerry et David savent qu'ils ont une longueur d'avance et s'ils ne veulent pas être imités par d'autres, ils doivent faire très vite, investir un maximum pour prendre tout le monde de vitesse. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils ne roulent pas sur l'or. Pour trouver l'argent qu'il leur manque, ils vont aller frapper à cette porte. Michael Moritz n'est pas banquier, mais capital risqueur. Il fait travailler l'argent des autres en investissant dans de petites entreprises. Il leur donne du cash, en échange, il prend des actions. En avril 95, il mise $1 million sur Yahoo contre 25% des parts. Michael Moritz est alors la risée de la Silicon Valley. La plupart des gens m'ont mis en garde. Ils m'ont dit, ils ne sont que deux. Il n'y a aucune innovation technologique. Ce n'est pas protégeable. Et en plus, c'est un site qui ne gagne pas d'argent. Vous êtes en train de jeter 1 million par les fenêtres. Vous allez tout perdre. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vous le disent? Ils me disent, vous avez peut-être trouvé le bon filon. Si aujourd'hui, Michael Moritz a du mal à cacher sa joie, c'est que l'action Yahoo, ce papier qu'il a acheté il y a 4 ans, a depuis pris beaucoup de valeur.
Le million que vous aviez investi, vous savez combien il vaut aujourd'hui? Nos parts dans Yahoo aujourd'hui, je ne connais pas le chiffre exact, mais elles valent à peu près 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir en nous disant qu'ils veulent être le nouveau Yahoo, on leur répond, même si vous réussissez 10 fois moins bien que Yahoo, ça nous suffit. Retour à Paris. En France, des sites, il s'en crée plusieurs dizaines par jour. Et ici aussi, les investisseurs sont à la recherche des futures stars du web. Trouver les Jerry Yang français, c'est le boulot de Thomas Gubler. Il travaille pour un fonds de capital risque et il sait qu'en France, c'est le moment de miser sur Internet. La situation est un peu la même qu'aux États-Unis il y a 4 ans. À mon avis, on n'est qu'au commencement d'Internet et on n'est qu'au commencement du succès d'Internet. C'est particulièrement vrai en France. La France a un véritable retard à rattraper au niveau d'Internet. Et il y a donc beaucoup de place à gagner et beaucoup d'argent à gagner. Le problème, c'est que des dossiers de sites Internet qui cherchent des investisseurs, Thomas Gubler en reçoit une bonne 50aine par mois. Et il sait que beaucoup d'entre eux n'ont aucun avenir. En 1998, les fonds levés ont été multipliés par 4 en France. Pour autant, je ne pense pas que les dossiers de qualité aient été multipliés par 4. En conséquence de quoi, des dossiers qui ne trouvaient pas d'argent il y a quelque temps vont aujourd'hui trouver de l'argent. Et à mon avis, il va y avoir de la casse. Pour les investisseurs, il y a beaucoup d'argent à gagner. Il y en a donc aussi beaucoup à perdre. Alors comment être certain de miser sur le bon cheval? En fait, ce n'est vraiment pas évident. Nous sommes à Lyon et voilà le type de candidats sur lesquels doivent parier les investisseurs. Alexandre Dreyfus a 21 ans et un CV quasiment vierge. J'ai quitté l'école juste avant le bac, j'ai quitté l'école en terminale, enfin l'école, le lycée. Et depuis, vous êtes chef d'entreprise? Et depuis, je suis chef d'entreprise. Petite entreprise. Sa petite entreprise, elle s'appelle WebCity. C'est un site d'information locale. Sur les 5 villes de France qu'il couvre, Paris, Lille, Lyon, Marseille et Montpellier, le site propose des plans de rue, les programmes des films à l'affiche, des petites annonces ou encore des articles sur l'actualité sportive ou culturelle. Au total, une dizaine de rubriques. WebCity existe depuis 1 an et demi. Son quartier général est basé à Lyon. C'est dans un appartement? C'est un ancien appartement, oui. Alexandre n'a pas de diplôme, pas même le bac, mais il a un atout. Il vient d'un milieu plutôt aisé. Grâce à sa famille et ses relations, il a démarré avec 300 000 francs. Ça lui permet déjà de louer un bureau plus grand que celui de Jerry Yang. C'est le bureau du patron? Oui, si on veut. Ne vous fiez pas aux apparences, WebCity, ça reste quand même du bricolage. Donc là, je dirais c'est tout le pôle technique. Là-bas, nous avons mademoiselle multimédia. À 21 ans, Alexandre emploie une trentaine de personnes, moyenne d'âge 23 ans, salaire maximum 6 500 francs, et encore, ils ne sont pas tous payés. Donc là, il y a des stagiaires qui s'occupent un petit peu du contenu. Ces stagiaires bénévoles, c'est près de la moitié de l'effectif. Et pour le moment, ce sont eux qui, en partie, écrivent les articles quand ils ne recopient pas carrément la presse locale. Là, trop tard. Si le patron ne peut pas payer tout le monde, c'est parce que la principale ressource de WebCity, c'est la publicité, comme pour Yahoo. Mais le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas 3 millions de visiteurs par jour. Alors là, il y en a un petit peu plus de 300 personnes qui sont venues sur le site lyonnais le 10 juin, par exemple. J'ai pris une date au hasard. D'accord. Résultat, il y a bien quelques bandeaux publicitaires, mais les annonceurs ne se bousculent pas vraiment. En termes de publicité, on ne peut pas dire qu'on en ait fait grand-chose. On a dû faire 20 ou 30 000 francs. Mais en frontal, j'ai 120 000 francs de salaire à payer. Donc, quelque part, il y a une perte d'argent. Conséquence, Alexandre reçoit un courrier abondant de son banquier. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre banquier, là, aujourd'hui? Il dit qu'il attirait mon attention sur ma situation débitrice, qu'il a découvert 55 000 francs à la banque. Ça, c'est une lettre que je reçois quasiment 3 fois par semaine. On est quasiment tout le temps découvert. Preuve supplémentaire de la fragilité de l'entreprise, pour boucler ses fins de mois, Alexandre doit revendre ses articles à son principal concurrent. Planer sans bad trip, cet article sur le vol à voile par exemple, on peut le lire sur WebCity et on le retrouve sur cet autre site spécialisé dans l'info locale. La photo a changé, le texte est resté le même. Une astuce qui rapporte 70 000 francs par mois à WebCity. Même avec ça, Alexandre ne parvient toujours pas à équilibrer ses comptes. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une affaire rentable?
Ce qu'il faut pour que ce soit une affaire rentable, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de volume, c'est-à-dire beaucoup plus de connexions. Finalement, comme la télé et la radio, il faut qu'on ait une audience extrêmement forte pour pouvoir séduire les annonceurs et pour pouvoir doper le chiffre d'affaires. Pour y parvenir, son plan, investir massivement en publicité. Alexandre envisage même de se payer des spots télé. Il a calculé, pour ça, il lui faut 12 millions de francs et il est bien décidé à aller chercher cet argent là où il se trouve. Paris, jeudi 10 juin. Nous retrouvons Alexandre à une terrasse de café. L'homme à la cravate rouge, c'est Franck, 28 ans, son conseiller financier. Cet après-midi, ils ont rendez-vous chez un capital risqueur. Objectif, décrocher ces fameux 12 millions dont WebCity a besoin. C'est Franck qui a préparé tous les détails du dossier. Je fais ça à titre gratuit jusqu'à ce que ma mission soit terminée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait un chèque. Et ensuite je suis rémunéré au succès. En cas de succès, Alexandre devra lui verser 3% des fonds levés, soit 400 000 francs. En échange, Franck lui a rédigé ce dossier. On appelle ça un business plan. Un business plan, ça raconte toute ma vie, toute la vie de WebCity et tout l'avenir de WebCity. C'est surtout une présentation des ambitions de la société et de l'argent qu'elle espère gagner. C'est en envoyant ce business plan qu'Alexandre décroche des rendez-vous. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'avait pas marché, à cause d'un petit détail. La dernière fois qu'on vous a dit non, c'était pourquoi? C'était parce qu'il pensait que le chiffre d'affaires qu'on prévoyait était trop faible. C'était un chiffre d'affaires de combien? C'était un chiffre d'affaires de 40 millions. Et en fait, il faut plutôt, non pas les exciter, mais vraiment les emballer. Donc il vaut mieux dire 70 ou 80. Alexandre et Franck ont donc revu leur copie. Ils prévoient désormais jusqu'à 70 millions de chiffre d'affaires en 2001. L'idée, c'est de les faire saliver. Ça s'appelle du bluff. Et ça marche. Alexandre et Franck ont réussi à décrocher un rendez-vous dans un des plus gros cabinets d'investissement de la place de Paris. Voilà. Tenez, installez-vous. Les deux hommes qui les accueillent gèrent un fonds d'1,5 milliard de francs. Mais cela ne va pas être facile de les convaincre. Olivier Pretard et Alain Roderman examinent 400 dossiers chaque année et sur les 400, ils n'en retiennent que 10. Alexandre espère bien faire partie de cela. Il a maintenant 2 heures pour les convaincre de miser 12 millions sur lui. D'emblée, il affiche de grosses ambitions. L'objectif est d'être une réelle plateforme d'information, de services et de commerce de proximité dans chacune des villes où nous sommes présents. Ça, c'est notre ambition, c'est ce qu'on est en train de créer. C'est la stratégie de développement de WebCity. Ce que les investisseurs veulent d'abord savoir, c'est comment ils comptent s'y prendre. Alexandre leur parle tout de suite de publicité. Les moyens qu'on recherche aujourd'hui, c'est surtout pour communiquer, pour dire qu'on existe. Alexandre envisage d'investir les 12 millions en publicité. Les capital risqueurs ne sont pas d'accord. Pour eux, la priorité, c'est d'abord d'embaucher, car dans le business plan, il y a un mot qui leur fait peur. Cette stratégie qui vous oblige à avoir un certain nombre de journalistes, vous voulez la mettre en œuvre avec des personnes qui sont embauchées à temps complet, ou parce que dans votre business plan, vous parlez de stagiaires, donc ça m'inquiète un petit peu quand vous parlez d'équipes de stagiaires. Non, l'idée, c'est d'avoir entre 1 et 3 journalistes permanents dans chacune des régions, et autour de ça, on a des stagiaires, c'est le seul moyen, ou sinon, il faut lever X milliards pour recréer quelque chose qui de toute façon ne sera pas viable économiquement, avec 10 journalistes dans chacune des villes où on est. Il l'avoue, même avec 12 millions, il n'a pas les moyens de ses ambitions. Pourtant, Alexandre veut tout faire. Pour terminer cette session, on reprend la page 7, là, vous avez décrit les services. Il y en a près d'une dizaine. Il y a l'agenda, il y a les communautés... Olivier Pretard est convaincu qu'il voit trop grand. Entre ces 10 rubriques, il va lui demander ses priorités. Parce que vous voulez que les gens viennent chez vous en masse, de plus en plus nombreux, pour quelles applications clés dans tout ça? La question qui se pose tous les jours, c'est quoi faire? C'est une très bonne idée. Ça a l'air... c'est facile à expliquer. C'est clair, c'est simple, Alexandre marque un point. Le problème, c'est que 5 minutes plus tard, il recommence à se disperser. Une réponse, c'est quoi faire, mais c'est aussi qu'est-ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui sort, à qui on va répondre à sa problématique, c'est aussi peut-être quelqu'un qui cherche un emploi, donc dans notre rubrique emploi, c'est aussi peut-être quelqu'un qui voudrait acheter une voiture, qui voudrait vendre sa voiture. En fait, Alexandre est incapable de choisir. Il y a une de nos rubriques. D'accord. Après 2 heures de réunion, les 2 investisseurs en arrivent à une seule conclusion. Alexandre n'a pas une vision très claire de ce qu'il veut faire. Évidemment, ça ne les rassure pas. Dans cette prolifération de services dont il a l'idée, à mon avis, il ne peut en faire bien en 1 an que 2, voire 3, pas plus. Or, il parle d'une dizaine
Et je pense que tout ce qu'on a pu vivre dans le web aux États-Unis, en France, pour le contenu, pour les services, c'est qu'il faut bien faire 2 ou 3 choses. Et après, créer un bouquet autour de ça, mais pas vouloir faire tout à la fois. Mais vous pensez le revoir ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va décider dans les jours qui viennent. On se donne une semaine en fait pour réfléchir, prendre un peu de recul, dormir. La nuit porte conseil et puis on saura à quoi s'en tenir certainement dans une semaine. 18 jours plus tard, Alexandre est toujours sans nouvelles d'Olivier Protard et d'Alain Roderman. Pourtant, il est aux anges. Là, normalement, je vais signer un protocole d'accord entre un capital risqueur et nous. Des investisseurs qui veulent parier sur des jeunes entrepreneurs du web, ce n'est pas ce qui manque. Alors Alexandre ne s'est pas désespéré. En 3 semaines, il a décroché 5 rendez-vous. Et c'est celui-là qui a fini par payer. Monsieur. Bonjour. Comment ça va, Alexandre? Toujours. Ces 2 capital risqueurs ont rencontré Alexandre pour la première fois il y a 15 jours. Aujourd'hui, il signe. Ouais. On essaie d'être excessivement rapide parce que le dossier en valait la peine. Apparemment, d'un investisseur à l'autre, les avis divergent radicalement. C'est celle où on doit arriver à se mettre d'accord. Vous n'avez pas peur qu'il s'emballe un peu? Ouais. Alors, c'est pas quelqu'un qui est difficile à canaliser? Alors, peu en non, c'est ce qu'on a testé en fait pendant les 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'on a eu un très bon retour d'Alexandre Dreyfus, et en particulier, encore une fois, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui était pragmatique. Il a beaucoup d'idées, mais il sait faire le tri dans ses idées. En signant cette feuille, Alexandre s'engage à céder 20% de WebCity. En échange, il obtient 7 millions. C'est moins que les 12 millions qu'il demandait. Les investisseurs, prudents, ont préféré limiter les risques. Voilà, merci et à bientôt alors. Okay. Au revoir. Ils sont prudents car ils savent que de jeunes entrepreneurs du web, comme Alexandre, il y en a aujourd'hui des centaines en France. Bon week-end. Merci, vous aussi. Bravo. Non, merci. Qui vous remercie. Et à mercredi plus tard. D'accord. Et pour l'instant, nul ne peut prédire qui parmi eux est le nouveau Jerry Yang. Alors, qui seront les Jerry Yang de demain? Peut-être vous, messieurs, Gilles Guéquière, Jean Poster, bonsoir. 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 Vous avez, comme Jerry Yang, créé il y a 4 ans une société sur Internet, et vous serez peut-être dans 4 ou 5 ans dans les classements des plus grosses fortunes françaises. Vous ne faites pas d'hypermarché, vous n'êtes pas dans le marché du luxe, vous êtes sur le net, cette économie qui explose, et vous connaissez une vraie réussite. On va comprendre déjà comment, avec quel site vous commercialisez ce qu'on appelle un annuaire. Ça s'appelle nomade.fr. Quand on tape nomade.fr, on arrive sur votre site avec une page d'accès et des mots-clés qui nous permettent ensuite d'aller sur les sites qui nous intéressent. Par exemple, art et culture, cinéma, musique. On a tous les sites qui concernent ce chapitre. On veut voir la météo. On a le site de Météo France avec la photo satellite. En général, on ne comprend rien en photo satellite, mais enfin, ça peut intéresser certaines personnes. Vous êtes un fan de Star Wars, vous tapez Star Wars chez vous et vous nous dites tous les sites qui aujourd'hui parlent du film de George Lucas. C'est ce qu'on appelle un annuaire sur Internet. C'est un moyen de se repérer sur ce réseau mondial. Alors, la réussite, ça fait seulement 4 ans que cette société existe. Elle connaît déjà un vrai succès. Comment ça a démarré? Dans son appartement. Dans votre appartement? Ouais, il y a 4 ans, jour pour jour. Donc j'ai eu l'idée de créer le site nomade.fr pour aider les internautes français à trouver des choses sur le réseau, et j'ai convaincu Jean de me rejoindre dans cette aventure. J'ai accepté. On a mis 3-4 mois à réunir, à vider nos poches, à convaincre des amis d'investir dans la société. Et, ils doivent pas être déçus, les amis. Non, ils sont pas déçus. Parce que concrètement, par exemple, ça leur a rapporté déjà combien? Effectivement, là, ils ont revendu leurs actions dernièrement, et ils ont gagné pas mal d'argent en 4 ans, effectivement. C'est-à-dire, ça a multiplié par combien leur mise de départ? Allez, en gros, entre 30 et 40 fois leur mise de départ. Entre 30 et 40 fois, c'est-à-dire ceux qui ont mis 10 000 francs, ils ont 400 000 francs, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Ceux qui ont mis 100 000 francs, ils ont 4 millions. Oui. Voilà. Et alors, vous avez gardé vos parts, vous avez vendu une petite partie, je crois. Une petite partie, oui. Pourquoi? Parce que pendant 4 ans, quand on crée une entreprise, il faut serrer la ceinture, et que, à un moment, il faut vivre un peu plus convenablement. De quoi vous achetez un appartement, par exemple. Maison. Voilà. C'est mon cas, puisque j'avais mis mon plan d'épargne logement dans la société il y a 3 ans. Voilà, et donc maintenant vous pouvez avoir un appartement avec. Voilà. Et vous avez gardé quand même des parts assez importantes, parce que ce qui est incroyable avec cette économie d'Internet, c'est que ça n'arrête pas de croître, et que quand on a la chance d'avoir un site qui est repéré, ça peut être le jackpot. On a vu Jerry Yang aux États-Unis.
Il a démarré en même temps que vous, pratiquement il y a 5 ans. À peu près. Sa société vaut 240 milliards de francs. Vous le connaissez ? Oui, je l'ai rencontré juste avant de créer Nomad, à San Francisco. Et vous imaginiez à l'époque que ça puisse, en si peu d'années, en 5 ans, valoir autant, plus que Boeing aujourd'hui ? Vous l'auriez cru ? Non. On vous l'aurait dit, vous l'auriez pas cru ? Non. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Vous, je crois que votre société est estimée à, d'après ce que nous ont dit les spécialistes, à 1 milliard de francs demain si vous l'introduisez en bourse, comme on dit, et si vous la mettez sur le marché. Elle pourrait valoir 1 milliard de francs alors que vous ne faites que 30 millions de chiffre d'affaires et que vous perdez de l'argent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Effectivement, on fait un chiffre d'affaires qui est faible aujourd'hui, qui est 30 millions de francs. Je crois que ce qui est important et ce qui explique ces valorisations, même je ne suis pas certain de cette valorisation d'1 milliard dans un an ou dans plusieurs années, mais ce qui explique les valorisations fortes sur Internet, c'est la croissance du chiffre d'affaires, qui est extrêmement forte, puisque les chiffres d'affaires croissent en général de 3 fois par an. Et ce qui est important aussi, c'est le nombre de personnes qui utilisent un site web. Aujourd'hui, nomad.fr est utilisé par environ 700 000 à 800 000 personnes en France, ce qui est très très important. C'est ce que valorisent les investisseurs. Voilà, et cette économie rend un peu fou parce que on voit que tout le monde aujourd'hui a envie de réussir comme ça. Il y a beaucoup de gens comme vous qui se lancent sur ce marché du net. Il y en a combien en France à peu près aujourd'hui ? Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Combien resteront sur le carreau, d'après vous ? Un pourcentage important. Être entrepreneur, c'est une activité risquée. Donc, ouais. Mais on voit que c'est une course, quoi. Il faut être parmi les premiers à se lancer pour réussir. Ouais. Il y a une prime au premier sur un marché qui est très importante sur Internet. Voilà, et là, 4 ans après les débuts, c'est trop tard pour ceux qui voudraient se lancer aujourd'hui ou... Pour faire un nouveau Nomad aujourd'hui, oui, c'est trop tard. Ouais, donc là, il y a des milliers d'autres opportunités. Sur l'annuaire, c'est vous qui avez pris la place. C'est pour ça que ça vaut si cher, probablement, votre entreprise. Et donc, on voit qu'il y en a plein aujourd'hui qui se lancent sur d'autres créneaux. Oui. Mais on l'a vu avec Alexandre Dreyfus, par exemple. Voilà. Il a une idée superbe qui est de mettre l'Internet à portée des localités. D'avoir des informations locales. Voilà, des informations locales. Mais il ne sera pas le seul. Il suffit qu'il y ait un concurrent qui soit meilleur que lui. C'est l'autre qui gagnera. D'abord, il n'est pas mauvais, Alexandre Dreyfus. Non, mais je ne dis pas qu'il est pas mauvais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on disait ce sont ceux qui courront le plus vite ou qui réussiront le mieux, qui resteront sur le marché. Combien resteront sur le carreau d'après vous ? Parce que c'est une question quand même. Combien ? On voit qu'il y en a beaucoup qui se lancent. Oui, il y en a beaucoup qui se lancent, mais je crois qu'il y en a pas mal qui réussiront. Je crois qu'il y en a de l'ordre de 10-20% qui réussiront. 10-20%. S'il faut vous répondre avec un chiffre. Voilà. Disons 10-20%, oui. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, vous, jusqu'à maintenant, vous avez réussi. A priori, vous avez la chance de faire partie de cela. Merci d'être venu en témoigner. Internet, alors il y a des gens comme vous qui sont derrière l'écran, qui fabriquent des sites, et puis il y a des gens comme nous qui sont devant l'écran, qui surfont sur le net, qui avons accès au réseau et à tous les services incroyables qu'il offre et que vous allez découvrir maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder à ce réseau, il faut s'abonner. C'est comme pour le téléphone. Et il y a 200 sociétés aujourd'hui qui vous proposent des abonnements sur Internet. Alors vous avez peut-être reçu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces CD-ROM qui vous offrent des heures gratuites sur le net, des offres d'abonnement promotionnels. Ensuite, il faut choisir son abonnement pour avoir accès à tel ou tel service. Regardez, c'est un reportage de Thibaut de Barberac, Stéphane Guffroy et Nathalie Martin. Fourqueux, en région parisienne. Nous sommes chez la famille Arnoux. Il y a 3 ans, Michel, le père, a décidé de s'abonner à Internet. La première chose qu'il fait tous les jours en allumant son ordinateur, c'est de lire son courrier. Bienvenue. Vous avez du courrier. Tiens, regarde, on doit avoir les photos des enfants envoyées par Caroline. Caroline, c'est leur belle-sœur. Elle aussi est connectée à Internet. Aujourd'hui, elle leur envoie des photos de vacances. Donc voilà notre fille Sixtine avec sa cousine Lorraine. Ah, elles sont super. Et là, elles étaient déguisées, toutes les 3, avec Blanche. Donc, il n'y a pas eu besoin de vous envoyer ça par courrier sous enveloppe. Non. Elle vient de nous les envoyer. Je pense qu'elle vient de les recevoir. Internet, c'est donc d'abord une grande boîte aux lettres. On peut y recevoir des photos, mais aussi évidemment du texte. Pour écrire à quelqu'un, c'est très simple. Il suffit d'avoir son adresse Internet, une adresse un peu particulière. Alors, une adresse Internet, c'est comment ? Alors, je la tape, c'est un pseudonyme. Donc là, c'est LY. L'adresse qu'est en train de taper Frédéric Arnoux, c'est celle d'une de ses amies à qui elle réexpédie les photos. Voilà. Et donc, envoyer, c'est tout simple, clac. Pour l'envoyer, pas besoin de mettre un timbre, juste un clic, et en quelques secondes, la photo est arrivée chez leur amie. La prochaine fois qu'elle ouvrira son ordinateur, elle la trouvera dans sa boîte aux lettres électronique. Voilà, donc elle est partie.
Mais Internet, en plus du courrier rapide et pas cher, c'est une source d'informations immense. Vous n'avez jamais mis les pieds au Louvre, Internet vous y emmène et vous fait découvrir toute l'histoire de la Joconde. Vous voulez partir à New York, vous pouvez réserver votre billet d'avion sur Internet. Et si le billet est trop cher, vous pouvez, depuis votre ordinateur, visiter la dernière exposition en vogue aux États-Unis. Culture, cuisine, sport, cinéma, quel que soit le domaine qui vous intéresse, Internet, ce sont des millions d'informations, une encyclopédie géante accessible depuis chez vous. Comme la famille Arnoux, ils sont 5 millions en France à utiliser Internet et dans un an, ils seront le double. Mais voilà, pour aller sur Internet, il faut obligatoirement s'abonner chez un fournisseur d'accès. Alors ils rivalisent de publicité pour vous attirer. Des pubs à gros moyens réalisées comme des super productions. Car c'est une vraie bagarre qui se joue entre les fournisseurs d'accès. Les plus gros s'appellent Wanadoo, AOL, Club Internet et Infony. Mais en tout, ils sont 200 sur le marché. Pour s'abonner chez eux, c'est simple, il vous suffit d'un CD-ROM à installer sur votre ordinateur. Des petites galettes comme ça, vous en avez forcément déjà reçues, dans votre boîte aux lettres ou dans vos journaux. Les fournisseurs d'accès en distribuent partout gratuitement. Dans ce kiosque, nous avons trouvé plus de 20 magazines de toutes sortes qui en contenaient. Il y a des CD de connexion gratuite à Wanadoo. Il y en a aussi dans le web magazine. Là, c'est AOL. Donc, CD de connexion gratuite. On en trouve aussi dans la presse spécialisée en économie. Donc, dans le challenge, toujours AOL. Il y en a de temps en temps aussi dans les magazines féminins, les mensuels féminins. Et il y en a de temps en temps aussi dans les hebdomadaires télé. Il y en a beaucoup pendant l'année ? Oui, il y en a énormément. Wanadoo, AOL, Club Internet et Infony en ont distribué chacun plus de 10 millions l'an dernier. Ce qu'ils vous offrent, c'est une période d'essai, entre 1 et 3 mois gratuits. Grâce à ces CD-ROM, vous devez normalement vous connecter très simplement à Internet, mais l'installation ne marche pas à tous les coups. Pour le vérifier, nous en avons essayé plusieurs avec différentes personnes. Nous sommes à Meudon, Aude a 15 ans. Elle n'y connaît rien en informatique, elle va essayer de se connecter sur l'ordinateur de ses parents. Au même moment, dans Paris, Raphaël, Greg et Léonard, 3 étudiants, vont faire le même test avec le CD-ROM d'un autre fournisseur d'accès à Internet. Pour se brancher sur Internet, il faut tout d'abord relier son ordinateur à la prise téléphonique. Internet, ça passe par le fil du téléphone. Conclusion, lorsque Aude est connectée, sa ligne est occupée, elle ne peut pas téléphoner en même temps. Deuxième étape, introduire le CD-ROM dans l'ordinateur. Ensuite, il n'y a qu'à se laisser guider. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez, pays France, code postal, 75,10 €, quoi. Pour Raphaël et ses amis, aucun problème. Suivant. Aude, elle, dès le départ, semble rencontrer un premier obstacle. Et il me dit de vérifier ma configuration réseau dans le panneau de configuration et essayer à nouveau. Alors, moi je veux bien, mais j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, donc... Raphaël, de son côté, continue de progresser. Tout ce qu'on lui demande, c'est de remplir un formulaire d'inscription. Donc c'est facile alors ? Ouais, bon, alors, ça marche quoi. Tout est indiqué. Ça doit être ça le numéro, je suppose. Parce que c'est le seul numéro qui donne. Au bout de 5 minutes, Aude est toujours bloquée. Elle décide donc d'appeler l'assistance téléphonique du fournisseur d'accès. Coût de la communication, 2,23 francs par minute. C'est la première fois que j'essaye, donc... Non. Enfin, il n'y a pas ce nom-là, en tout cas. Je n'ai aucune idée. Je me connecte pas beaucoup sur Internet. Je sais pas, c'est peut-être moi qui sais rien faire, mais... Je vais laisser tomber parce que... je sais pas si je vais y arriver, quoi. Merci quand même. Après 8 minutes de conversation infructueuse, Aude baisse les bras. Elle abandonne sans avoir réussi à se connecter à Internet. Oui, je suis sûre. Au revoir. Alors, c'est pas facile ? Non, je comprends rien. Je sais pas, j'ai peut-être fait une bêtise en me connectant, mais il dit qu'il comprend pas. Donc, voilà. Si Aude n'a pas pu se connecter, c'est parce que sur l'ordinateur de ses parents, il y avait déjà un abonnement à Internet. Le CD-ROM n'a pas su le reconnaître et s'est retrouvé bloqué. Avec un autre CD-ROM mieux fait, Raphaël, lui, n'a eu aucune difficulté. Au bout d'une demi-heure, il est sur Internet. C'était long, est-ce que ça a été compliqué ? Pas compliqué, mais bon, un peu lourd, enfin un peu long quoi. Beaucoup d'attente.
Mais Raphaël et ses copains ont tout de même eu une mauvaise surprise en remplissant le questionnaire d'inscription. Alors qu'ils croyaient que tout était gratuit, on leur a demandé leur numéro de carte bancaire. Et c'est pourquoi le numéro de carte bleue ? À la fin du mois d'essai, normalement, on devrait payer l'abonnement directement, sans qu'on ait rien d'autre à faire. C'est débité sur notre compte, quoi. Et oui, car sur la pochette du CD-ROM, on vous annonce en gros caractères 31 jours d'abonnement gratuit. Mais pas à n'importe quelle condition. C'est écrit en tout petit au dos de la pochette. Après votre période d'essai, si vous ne procédez pas à la résiliation de votre abonnement, vous devrez payer. En clair, après les 31 jours gratuits, si Raphaël ne veut pas poursuivre l'expérience, c'est à lui d'écrire au fournisseur d'accès avant la fin de la période d'essai. S'il oublie de le faire, il sera abonné d'office et devra payer entre 45 et 149 francs par mois selon le fournisseur d'accès. Pourquoi de telles différences de prix? Que vous fait-on payer exactement? Pour le savoir, nous sommes allés chez le plus cher d'entre eux, celui qui vous demandera 149 francs par mois. C'est dans cet immeuble de la Défense que se trouve Infony, le 4e fournisseur d'accès en France avec 150 000 abonnés. Visite guidée avec Robert Zuilly, un des responsables de l'entreprise. Il nous emmène dans le cerveau de sa société, la salle des machines. Franklin Bobot, notre directeur télécom, va pouvoir vous en parler, vous en dire quelques mots sur la manière avec laquelle ça se passe. Franklin, est-ce que tu peux nous raconter... La salle des machines, c'est la porte par laquelle tous les abonnés passent pour aller sur Internet. Vous avez là donc les boîtiers sur lesquels l'ensemble des gens vont se connecter. On a jusqu'à 180 personnes connectées simultanément sur chacun des boîtiers le soir. Donc quand les gens appellent, ça arrive ici? Ça arrive ici. On peut regarder par exemple, nous avons en ce moment 6 personnes connectées sur ce boîtier. D'accord. Et il y a combien de boîtiers? Et vous avez une vingtaine de boîtiers de ce type-là aujourd'hui. En tout ici, on peut recevoir jusqu'à 6000 appels en même temps. Des appels qui vont être traités par ces dizaines d'ordinateurs. Ensuite, les abonnés sont dirigés vers le réseau mondial via tous ces boîtiers situés au fond de la pièce. Au dos, des dizaines de câbles qui partent vers le monde entier. C'est la fameuse porte d'accès à Internet. Combien ça coûte les investissements justement en technique? Beaucoup. Plusieurs dizaines de millions de francs. Plusieurs centaines? Plusieurs dizaines de millions de francs. Ici, quand vous payez 149 francs d'abonnement, 42 francs servent à financer l'informatique. Mais la plus grosse partie de l'abonnement sert à payer ce qu'on appelle ici le contenu exclusif. En clair, Infony a sa propre rédaction. Une trentaine de journalistes fabriquent chaque jour sur ordinateur un magazine en exclusivité pour les abonnés. On y trouve des articles sur le cinéma, la finance ou le sport. Lorsque vous vous connectez, ce sont les premières pages auxquelles vous avez accès. Et ce n'est pas tout. Vous avez droit aussi à des interviews exclusives. Ce qu'on peut trouver en sport, c'est des interviews dites ouvertes aux abonnés. Donc les abonnés posent des questions. Ici, à Richard Virenque. Ensuite, donc, l'abonné qui a posé sa question peut voir si sa question a été retenue et il écoute en cliquant ici. C'était pas évident d'y aller ça, c'est Virenque qui répond. Sans être entraîné, sans avoir fait énormément de sacrifices. Donc j'ai fait le maximum. Cette interview audio de Richard Virenque n'est pas faite en direct. Elle a été réalisée ici, dans le studio d'enregistrement d'Infony. Toutes les semaines, plusieurs invités défilent devant ce micro, comme dans une radio, pour répondre aux questions des abonnés. Le jour de notre visite, l'invité était un rappeur, Big Red. Forcément, les personnes interviewées ici répondent donc à nos abonnés, c'est immédiatement enregistré et c'est ensuite mis en direct sur Infony et les abonnés peuvent donc consulter l'information. Et pour l'entreprise, c'est tout bénéfice. Les invités ne se font pas payer car ils viennent faire leur promotion. La promo, c'est radio, c'est télé, c'est la presse. Et maintenant, il y a Internet. C'est direct, il y a toujours quelqu'un dessus. On peut tout faire sur Internet, quoi. Business, de la promo, tout. Voilà. Et si chez Infony, on n'hésite pas à nous montrer ce type de service exclusif, c'est parce que des concurrents d'un nouveau genre viennent d'apparaître sur le marché. Les fournisseurs d'accès à abonnement gratuit. Chez eux, vous ne payez pas 149 francs par mois, ni même 45 francs, c'est complètement gratuit. Il en existe déjà une vingtaine, comme World Online, installé dans cet immeuble d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Jean-Michel Soulier, le patron, revendique déjà 60 000 abonnés. Alors ici, on a l'essentiel de l'équipe qui travaille sur le site worldonline.fr, qui est celui sur lequel les abonnés se connectent. Des abonnés à qui il prétend offrir les mêmes services que ses concurrents payants. Ici, comme chez Infony,
une équipe de journalistes fabrique un magazine exclusif dans lequel vous trouverez par exemple cet article sur David Bowie. Mais ces services sont-ils aussi bons que ceux des fournisseurs d'accès payants? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans ce journal spécialisé. Christophe Callot teste régulièrement les services des différents fournisseurs d'accès. Nous lui avons demandé de comparer Infony à 149 francs par mois et World Online gratuit. L'un comme l'autre propose de l'information, des rubriques de sport, des rubriques de voyage, des sorties, des jeux en ligne. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Pas de différence, et en plus, le contenu que vous offrent ces fournisseurs d'accès n'est qu'une goutte d'eau par rapport à tout ce que vous pouvez trouver en naviguant sur Internet. On trouve des dizaines de sites internet qui donnent de l'information gratuitement, qui font de la météo, qui font des informations sur le sport, sur l'actualité, etc. Infony, même s'il propose ce genre de service-là dans son interface à lui, ne peut pas rivaliser avec la richesse d'Internet qui offre tout ça en gratuit. Autant donc ne pas payer d'abonnement. Mais ce que vous paierez de toute façon, ce sont les communications téléphoniques, puisqu'Internet passe par le téléphone. Seulement voilà, selon les fournisseurs d'accès, la facture ne va pas être la même. Certains vous permettent d'aller plus vite que d'autres, donc de consommer moins de communications téléphoniques, comme le prouve le test qu'a effectué devant nous Vincent Moreau. Qu'est-ce qu'il y a sur ces deux machines ? Sur la première, nous sommes connectés chez un provider payant. Sur la seconde, c'est un gratuit. Et sur chacune d'entre elles, en simultané, nous allons charger une page qui est identique pour chacun des fournisseurs d'accès. Donc, je lance ce chargement. Ce que les deux machines vont chercher en même temps sur Internet, c'est tout simplement une photo de l'éclipse. Donc la page s'affiche à l'écran. Et ce qu'on peut constater, en fait, c'est qu'on a des vitesses de chargement de la même page au même moment qui sont différentes chez l'un et l'autre. Donc là, ça a été plus vite chez notre fournisseur gratuit que chez un fournisseur payant. À quoi est due la différence? Alors la différence, c'est en fait le tuyau dont on va pouvoir disposer chez chacun des deux fournisseurs d'accès. Retour chez Infony. Le tuyau dont parle Vincent Moreau, ce sont tous les câbles que l'on vous a montrés tout à l'heure, les câbles qui relient le fournisseur d'accès au réseau mondial. Tous les fournisseurs d'accès, vous avez tous les mêmes tuyaux, les mêmes tailles de tuyaux? Non. Donc il y en a des plus ou moins rapides selon la taille de leurs tuyaux? C'est en fonction effectivement de la taille des tuyaux, effectivement, et des investissements que les opérateurs vont mettre. Mais la taille des tuyaux, c'est une donnée hautement confidentielle. C'est une information qui est malheureusement très difficile à avoir. Les fournisseurs d'accès vraiment sont réticents à nous les donner, même à nous, journalistes. Seule solution, effectuer des milliers de tests comparatifs. C'est ce que l'on fait ici, à longueur d'année, pour le compte de la presse spécialisée. Et pour la première fois en septembre, c'est un gratuit qui l'emporte. Mais alors, comment font les gratuits pour vous proposer les mêmes services que les payants sans toucher un centime de leurs abonnés? Nous avons posé la question chez World Online. Vous perdez de l'argent aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est un investissement important pour lancer un provider et je pense qu'on va perdre de l'argent pendant 2-3 ans avant d'être rentable. Pour être rentable, il compte sur la publicité. Lorsque vous vous connectez chez World Online, au milieu des articles, vous trouvez deux bannières publicitaires. En haut de l'écran, pour le film Coup de foudre à Notting Hill, et en bas, pour un fleuriste. Comme à la télévision, sur Internet, le prix de l'espace publicitaire augmente avec l'audience, donc avec le nombre d'abonnés. En temps réel. Mais les fournisseurs d'accès gratuits ont un autre moyen pour faire grimper le prix de la pub. C'est ce questionnaire que remplissent tous les abonnés. Ce que l'on vous demande, d'abord des informations assez générales sur vous et votre famille. Puis une dizaine de questions sur vos centres d'intérêt et vos habitudes de consommation. Des informations en or pour les annonceurs. On l'utilise pour dire à nos annonceurs, voilà, si vous annoncez chez nous, vous aurez un public qui est plutôt majoritairement homme, qui est plutôt entre 35 et 40 ans, qui a tel type de revenus, qui s'intéresse principalement aux informations, aux multimédias, aux voyages. Et donc en fait, l'annonceur a une cible qualifiée et il est prêt à payer plus pour faire de la publicité. Pour vendre leur publicité plus chère, les fournisseurs d'accès ont donc intérêt à en savoir le plus possible sur vous. Mais jusqu'où peuvent-ils aller? Peuvent-ils vous suivre sur Internet? Le seul qui ait accepté de nous répondre, c'est Dominique Busseau, le patron de VNUnet, un autre fournisseur d'accès gratuit. Ces annonceurs, ce sont principalement des fabricants de matériel informatique comme Hewlett-Packard. Son questionnaire d'inscription est fait pour eux. Au début, le truc classique, comme je pense qu'il y a chez tout le monde, donc on remplit notre nom, le prénom, l'adresse.
Petite question plus générale sur vivez-vous seul, célibataire, combien il y a de personnes dans votre foyer. Ça peut être intéressant quand les gens veulent acheter des jeux ou vendent peut-être plusieurs ordinateurs pour une même famille. Et ensuite, on arrive directement concrètement sur quel type d'ordinateur utilisez-vous. Bref, toute une liste de questions susceptibles d'intéresser des fabricants de matériel informatique qui voudraient faire de la publicité chez lui. Et pour les séduire, il pose des questions encore plus précises. Est-ce que vous décidez dans votre entreprise de l'achat de produits informatiques? Oui, non, j'influence les choix. Donc ça, pour un annonceur, c'est très important parce qu'avoir des non-décideurs, ça ne les intéresse pas. En tout, 20 questions. Et les réponses sont obligatoires pour s'abonner. C'est écrit tout en bas du questionnaire. Les réponses sont obligatoires. Si vous ne validez pas ce questionnaire, vous ne pourrez pas bénéficier du service d'accès Internet. Pourquoi votre questionnaire est obligatoire? Parce qu'il se passe, c'est que donc on offre un service gratuit aux gens. Donc en échange, on aimerait avoir des informations sur leur profil pour pouvoir mieux valoriser ensuite la publicité auprès de nos annonceurs. Et les informations que Dominique Busseau a recueillies auprès de ses 30 000 abonnés, elles sont réunies dans ce cahier. Il sait par exemple que 29% de ses abonnés sont ingénieurs ou cadres d'entreprise, 16% sont étudiants, 10% employés. En tout, il a 20 tableaux, un par question, qui lui permettent de décrire le profil de ses utilisateurs. Des informations en or pour attirer les annonceurs et faire grimper les prix. La jeune femme en blanc travaille pour un important fabricant de matériel informatique. Aujourd'hui, elle vient acheter de l'espace publicitaire chez VNU, mais elle veut être sûre que sa campagne de pub sera vue par un public très précis. En gros, 15-40 ans, CSP+, et décisionnaires informatiques. Dans leur entreprise, c'est eux qui décident de l'achat du matériel. L'idéal, c'est de toucher ces personnes-là. C'est les personnes les plus à même de décider pour l'achat d'un parc de logiciels. Alors, au niveau de ton premier critère... 3 critères qui correspondent au profil type des abonnés de VNU. Tableau à l'appui, Dominique Busseau et son attaché commercial vont convaincre Laure de Rigaud que sa campagne de pub aura un impact maximal. Une campagne ciblée que VNU va pouvoir facturer plus cher. Si on demande 350 francs pour une campagne sans critères particuliers, il se peut que ça monte à 450, 500 francs dès lors qu'il y a 2, 3, 4, 5 critères. 450 ou 500 francs pour 1000 bannières publicitaires. En tout, c'est près de 70 000 francs que VNU va facturer à Laure de Rigaud pour sa prochaine campagne qui durera une quinzaine de jours. Maximum, ce serait bien, ça limiterait. Est-ce que vous, en tant qu'annonceur, vous auriez besoin de critères encore plus précis? Est-ce que vous auriez besoin de savoir où vont les internautes On essaye de savoir, mais c'est pas encore c'est le problème d'Internet. Idéalement, à partir du moment où une personne clique sur un bandeau, si on pouvait suivre tout le trajet, savoir exactement ce qu'elle fait sur Internet, ce serait l'idéal. Enfin, pour un annonceur, c'est le paradis. Suivre votre parcours sur Internet, savoir ce qui vous intéresse, c'est parfaitement possible. Dominique Busseau nous en a fait la démonstration. Sur son ordinateur, il garde en mémoire tout ce que ses abonnés ont fait lorsqu'ils se sont connectés chez VNU. À chaque fois qu'ils viennent chez nous, je peux savoir où ils ont été sur notre site. Donc comme je peux vous montrer ici sur l'écran, on voit qu'il y a une personne qui est venue chez nous le 1er août à 9h40 et que directement il était sur la rubrique des news. Il peut donc savoir où vous êtes allé, ce que vous avez regardé, tout ce qui vous a intéressé sur Internet. Est-ce que ce monsieur-là, cette personne-là, est-ce que vous allez du coup lui envoyer une publicité plus ciblée, puisque vous savez où elle a été, ce qui l'intéresse et autres? Alors ce qui se passe, c'est que on pourrait, avec des machines plus puissantes, avec différentes bases de données, faire en sorte que chaque personne de manière individuelle reçoive une bannière précise. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, VNU-Net, nous, on ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire pour respecter la vie privée des consommateurs. Il en aurait pourtant le droit, mais à une condition imposée par la loi informatique et liberté. Demander l'accord de ses abonnés. Aux États-Unis, on n'a pas ces scrupules. Mis à part quelques États, il n'y a pas de réglementation en la matière. Les internautes peuvent être suivis et fichés sans qu'on leur demande leur avis. À surveiller donc, mais la vraie prochaine bataille sur Internet concerne beaucoup la baisse du prix des communications téléphoniques, parce qu'il faut les payer, les communications téléphoniques, dès que vous surfez sur le net, que l'abonnement soit gratuit ou payant. Et cela coûte un peu d'argent, parce qu'en moyenne, un internaute, comme on dit en France, surfe 2 heures par semaine, ça fait à peu près 8h30 par mois. Alors voilà à quoi ressemble sa facture aujourd'hui. Lorsqu'il a un abonnement gratuit, il ne paye pas d'abonnement, puisque c'est gratuit, et il paye à peu près 71 francs pour 8h30 par mois de connexion à Internet. Total, 71 francs. Lorsque l'abonnement est payant, cela va de 45 à 149 francs pour le prix de l'abonnement, selon les fournisseurs d'accès, plus ces mêmes 71 francs de connexion, 8h30 par mois.
Total, 116 à 220 francs. Et donc, les fournisseurs d'accès payants ont proposé des forfaits, c'est la dernière nouveauté, pour contre-attaquer par rapport au gratuit, des forfaits qui vous permettent, un peu comme les portables, d'avoir un forfait général, quel que soit le nombre d'heures, jusqu'à 20 heures par mois de connexion, forfait de 90 à 97 francs, c'est la nouveauté. Il faut savoir que ces prix baisseront probablement dans les mois et dans les années qui viennent, car aux États-Unis, c'est une comparaison intéressante, aux États-Unis, ça coûte 1 franc par jour de se connecter sur le net, communication téléphonique comprise, et quel que soit le nombre d'heures. 1 franc par jour, c'est pas cher. Alors, cette émission est terminée. Vous aurez plein d'informations complémentaires sur notre site, www.m6.fr, des informations sur les fournisseurs d'accès, sur les achats de PC et sur les modes d'emploi pour jouer en ligne. Vous pourrez retrouver tout ça donc sur le site internet d'M6 et la rubrique Capital, bien sûr. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour un prochain numéro de Capital consacré au FAC. FAC, le vrai prix des diplômes. Nous irons à Stanford, l'une des universités les plus prestigieuses d'Amérique. Nous irons aussi sur les campus des universités françaises et dans les universités françaises à la FAC pour savoir comment ces FAC sont dirigées et comment elles sont gérées. Et puis vous verrez aussi comment se loger quand on est étudiant. Il y a un marché du logement tout à fait étonnant que vous découvrez dans Capital. La semaine prochaine, ce sera Bernard de la Villardière, zone interdite, pour un voyage au cœur de la prison. Voyage au bout de la prison. Et tout de suite, Culture Pub. Blachas, Thomas Hervé, ensemble pour Culture Pub. Nous retrouverons donc dans 15 jours et exceptionnellement, pas de rediffusion de Capital mardi soir à minuit 20, mais mercredi soir à minuit 20, car mardi sur M6, c'est une nuit Johnny. Très bonne fin de soirée, merci et à bientôt.